Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux. Il est 14h, même pas 2, donc nous sommes à l'heure et nous allons avoir 2 heures pour parler de bioéconomie pour ce très bel événement Digital Change 2022. Comme nous sommes le 25 janvier, c'est encore la période des vœux, donc permettez-moi de vous adresser mes très bons vœux pour cette nouvelle année. Et puis vous le savez que depuis 2020, on met en avant la santé et ça n'est pas rien. Je ne me suis pas présenté, excusez-moi, je m'appelle Vincent Hédin, je travaille pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika, qui regarde vers le futur. Et c'est ce qu'on va faire dans les 2 heures à venir. On va parler d'économie du futur, de la bioéconomie. On va voir que ça a un impact majeur sur 3 domaines. D'abord, le climat, évidemment, mais aussi les citoyens. Et enfin, la compétitivité. Alors, dans un monde parfait, sans Covid, cet événement, il aurait eu lieu en présentiel. On aurait pu échanger très largement en levant des mains et en s'emparant de micros. Malheureusement, vous savez que le contexte sanitaire est là, mais la technologie va nous sauver. On va vous mettre à contribution avec un certain nombre de sondages et surtout, vous avez la possibilité, dans l'onglet chat, de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Les intervenants m'ont dit de surtout ne pas vous censurer. Envoyez toutes les questions que vous voulez. On les prendra par la magie de la technologie. Et comme ça, ce sera une émission véritablement très interactive, j'espère. Eh bien, on va pouvoir attaquer sans plus tarder. Je suis avec le président du Pôle IAR. Bonjour, Christophe Edalen. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, très bien. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce très beau studio à Paris ? Pourquoi avoir voulu dédier une émission à la bioéconomie ? Il y a vraiment, la bioéconomie est vraiment un sujet d'actualité. Aujourd'hui, il y a 2 raisons, en fait. Il y a un double objectif qui nous a amené à avoir cet échange cet après-midi. Déjà, donner un éclairage sur la bioéconomie, ses enjeux en France et au niveau européen. Il y a beaucoup de choses à dire. Et le deuxième enjeu, c'est vous annoncer un scoop, c'est le lancement du nouveau nom du pôle qui va changer son identité. Mais ça, j'en dirai plus tard. Voilà, donc vous avez bien compris, restez avec nous, on ne divulgage pas, on ne spoile pas. À la fin de l'émission, un nouveau nom nous sera donné. D'abord, peut-être pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, est-ce qu'on peut rappeler une définition ? Qu'est-ce que c'est que la bioéconomie ? Quels sont les secteurs concernés ? C'est vrai que ce terme est pas très connu des consommateurs. Quand on pense à bio, on pense plutôt à l'agriculture biologique et on pense pas à l'économie à partir du biosourcé. En fait, c'est très simple, c'est tous les usages, tous les débouchés de la biomasse. Donc, partir de la transformation de la biomasse, la production de biomasse, la transformation de la biomasse et tous les débouchés, tous les usages de la biomasse. Alors, il y a des usages multiples de cette biomasse. Bon, déjà, cette biomasse, elle peut être de différentes natures. Ça peut être de la biomasse agricole, des ressources agricoles, des céréales, des pommes de terre, de la betterave. Ça peut être de la biomasse forestière aussi, algale, marine. Donc, il y a tout type de biomasse. Et cette biomasse, on va essayer de lui donner de la valeur en la transformant en produits. Alors, des produits ou des solutions, différentes natures. Donc, ça peut être avant tout pour l'alimentation animale, l'alimentation humaine. Ça représente plus de 50% des usages de la biomasse. Mais on a aussi des usages pour des produits et des matériaux, par exemple, dans les cosmétiques, dans l'isolation, dans le bâtiment, dans l'automobile, pour aussi l'énergie. Tout ce qui est biocarburant, biométhanisation, ça fait partie des usages de la biomasse. On travaille aussi tout ce qui est procédé, puisqu'on va mettre au point des procédés, par exemple de biotechnologie industrielle, pour valoriser cette biomasse en nouvel ingrédient, en nouvelles solutions pour des nouveaux polymères, des nouveaux composites, des nouveaux matériaux. Alors en somme, on le voit en 2022, la bioéconomie, elle est partout. Oui. Vous présidez donc l'IAR, je le disais en introduction, qui existe depuis 2005, 17 ans. Est-ce que en quelques minutes, vous êtes capable de revenir sur ces 17 années d'évolution ? Qu'est-ce qui a changé tout particulièrement ? Et quel rôle la structure que vous présidez a joué dans ces évolutions ? C'est vrai que les pôles de compétitivité et le pôle IAR en faisaient partie, ont été créés en 2005, il y a exactement 17 ans. Il y avait 70 pôles de compétitivité. L'esprit, c'était de créer des écosystèmes territoriaux pour mettre tous les acteurs en fait du territoire en dynamique sur une thématique particulière. Et donc le pôle de compétitivité IAR, c'était vraiment le pôle sur la bioéconomie. Donc c'est la valorisation de toute cette biomasse, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça a démarré, au départ, il y avait 2 collaborateurs. Donc, c'est démarré petite équipe. Aujourd'hui, donc après 17 ans, il y a 35 personnes qui travaillent à temps plein sur le pôle de compétitivité, qui sont aujourd'hui réparties en communautés.
Donc il y a des communautés, par exemple, sur les produits biosourcés, sur les matériaux, sur l'alimentaire, sur les procédés, sur les ressources. Donc toutes ces communautés, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre elles pour développer, pour innover ensemble, participer à des projets collaboratifs ensemble et pouvoir représenter la France aussi au niveau européen comme un acteur majeur de la bioéconomie. Donc, on a fait beaucoup de chemin, donc de 2 personnes à 35 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 500 adhérents qui sont répartis sur tout le territoire français. 50% sont dans les régions historiques du démarrage du pôle de compétitivité, le Grand Est et les Hauts-de-France, mais vous avez 50% qui est réparti non seulement en France, mais aussi un petit peu dans des pays comme la Belgique au niveau européen. On reviendra longuement d'ailleurs sur l'échelon continental dans la 3e séquence. Un petit exercice compliqué si vous voulez bien. La prospective, c'est évidemment un art divinatoire compliqué, on s'en est rendu compte avec le Covid, mais qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les 15-17 prochaines années? Est-ce que c'est avant tout connaître la même croissance, le même rayonnement, l'intensification? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? L'objectif, et le changement d'identité aussi doit y concourir, l'objectif c'est d'accélérer cette dynamique qui existe déjà. Bon, quelques chiffres vraiment pour dire depuis 2005 ce qu'on a fait. On a participé, on a accompagné plus de 350 projets. Ça correspond à un investissement de plus de 2,5 milliards d'euros sur les territoires. Donc c'est pas rien. On a vraiment boosté par cette mise en relation des différents acteurs, que ce soit de la recherche ou industrie ou agricole, l'activité de la bioéconomie sur le territoire. Donc aujourd'hui, la bioéconomie, c'est un secteur qui est important. Il représente presque 2 millions d'emplois. Plus de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc 2 millions d'emplois sur 27 millions de personnes qui travaillent en France, ça fait plus de 8%. Plus de 8% des personnes en France travaillent sur la bioéconomie. Donc ce qu'on veut à l'avenir, c'est continuer à accélérer cette bioéconomie. Alors pourquoi? Bien sûr, pour créer des emplois sur les territoires, mais aussi pour apporter des solutions par rapport aux nouveaux enjeux qui sont des enjeux sur le climat, sur la compétitivité, sur la mise au point de nouvelles solutions pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Donc, on a énormément de nouveaux challenges et donc ça va être de continuer à avoir de projets, d'avoir de plus en plus de projets, de grossir encore davantage et d'être le pôle européen de la bioéconomie à l'avenir, d'être vraiment le fer de lance de la bioéconomie au niveau européen, au niveau de Bruxelles. Ça, on y reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment un des domaines sur lequel on peut le dire, la France est en pointe au niveau continental. Oui. Exactement. Juste un chiffre. Aujourd'hui, donc il y a on en parlera tout à l'heure. Il y a des partenariats publics-privés entre la Commission européenne et les consortiums d'industriels. Et sur le dernier partenariat public-privé, il y a eu 13 bioraffineries qui ont été aidés par la Commission. Donc c'est vraiment, ils aident quand c'est des nouvelles innovations de rupture avec des nouvelles unités de démonstration, etc. Et 13 sur l'Europe et il y en a 4 en France. Donc, vous voyez, 4 sur 13, c'est un beau challenge. Ça nous situe très bien. Alors évidemment, j'imagine que tout le monde a envie de s'engager davantage dans la bioéconomie. Je vous le disais en ouverture, en introduction, il y a des sondages. Eh bien, si vous regardez sur vos écrans, sur votre écran, vous avez un onglet sondage et je vais vous demander de répondre à une première question, à savoir en 2022, pour m'engager davantage dans la bioéconomie, je souhaiterais avoir davantage de temps, réponse A, davantage d'idées, réponse B, un accompagnement, réponse C, et pourquoi pas l'IAR, même si la réponse n'est pas suggérée, et réponse D, un financement. Vous avez une petite trentaine de secondes pour nous répondre. Je vois que ça évolue très vite. Il y a quand même une tendance qui se dessine. Christophe, elle vous surprend ou c'est conforme à ce que vous attendiez? On va attendre un peu, mais ça a l'air ça se précise. Ça se précise et ça se resserre, mais enfin, il y a quand même... Ça se resserre. C'est quand même le financement. Oui, c'est important parce que c'est des montants importants de financement. Il y a des projets de recherche et d'innovation qui sont, comme je disais, plus du radical, de la rupture plutôt que de l'incrémental. Donc, il y a un facteur de risque qui est important. Donc, se faire aider. Simplement,
pour donner une réponse à cette demande, déjà, l'État vient de signer 3 stratégies d'accélération qui correspondent à la bioéconomie. L'un sur l'agroécologie pour aider en amont, l'autre sur l'alimentation favorable durable, favorable à la santé. Et le troisième sur les produits biosourcés et biocarburants durables. Et globalement, ça va faire 1,3 milliard d'euros que durant 5 ans, à partir de maintenant, que l'État va financer pour aider des projets. Donc, je veux dire, on a déjà, de la part de l'État au niveau français, une première réponse à cette interrogation de financement, et on va en avoir une aussi au niveau européen. Donc, on est en phase en fait avec le besoin exprimé là dans ce sondage. Alors évidemment, s'il y a certains et certaines qui nous suivent et qui sont un petit peu taquins, vous aurez calculé, si vous êtes bon en maths, que ça fait 123%, mais les ordres de grandeur sont là, on va affiner un peu. Je pense que c'est l'outil qui a été un peu trop enthousiaste. Ce sont des choses qui arrivent. Et vous, Christophe, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même une forte envie, un fort besoin d'accompagnement? Qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner vos membres dès cette année pour 2022? Cette année, déjà, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on part sur une nouvelle dynamique. Déjà, il faut on a fait vraiment un bilan très clair de quels sont les grands enjeux en fait de demain, les grands défis. Bon, il y a un défi. Je parlais de l'alimentation. Il y a un défi de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, et aussi d'une alimentation durable, favorable à la santé. Donc la partie alimentation va être accélérée encore, c'est-à-dire d'essayer de travailler pour offrir des solutions qui, par exemple, des mises au point de nouveaux aliments à partir de protéines végétales, mettre davantage le végétal au cœur de l'assiette pour rééquilibrer les sources de protéines. Donc il va y avoir cette thématique qu'accompagne le PolyAR, puisque le PolyAR anime l'association Protéines France. Donc la partie alimentaire va être mise en avant. Après, on est dans une phase où on veut être de moins en moins en dépendance des ressources fossiles. Donc, essayer de développer des produits biosourcés, des matériaux à base de fibres de lin, de chanvre, et puis continuer en fait à travailler sur le territoire, parce qu'on est avant tout une économie de territoire, en créant des emplois en amont, donner de la valeur aux agriculteurs par la transformation et par des emplois en fait de territoire. Donc ça, c'est des enjeux. Alors, c'est pas 2022, c'est des enjeux à plus long terme. À partir de 2022, concrètement, le pôle va mettre en place une nouvelle offre de services qui va être adaptée en fonction des besoins des adhérents. Aujourd'hui, on a un socle commun de services, études, veille, analyse, accompagnement pour des projets, etc. Bien sûr, tout ça va être continué, mais on va être plus sélectif. Donc, à la carte, on va proposer des offres complémentaires au niveau des adhérents. Par exemple, si un adhérent veut une étude précise sur un marché pour lequel il veut entrer, et quelles sont ses opportunités, quels sont les freins à cette introduction sur ce marché, on pourra l'accompagner spécifiquement. Alors, entre-temps, j'ai eu la réponse à pourquoi le 123%. On avait le droit de répondre plusieurs choses. On pouvait manquer à la fois de temps et d'idées ou d'accompagnement et de financement. Juste avant de passer au climat, une autre question qui arrive. Est-ce que vous pourriez rappeler les 3 grands projets lancés par l'État? Alors, il y a 3 stratégies d'accélération qui correspondent, je disais, globalement, c'est à peu près un peu plus de 400 millions d'euros par stratégie d'accélération. Ce sont donc ces stratégies d'accélération en fait vont être déclinées en appels à projets. Il y a déjà les appels à projets qui sont sortis, il y en a encore à venir. Et donc durant ces 5 ans, à peu près 400 millions par stratégie, il y en a une sur les agroéquipements. Il y en a une donc qui est sur l'alimentation durable favorable à la santé, avec deux fléchages importants, l'un sur les protéines du futur et l'autre sur les ferments du futur. Donc tout ce qui est aliments fermentés, tout ce qui est protéines végétales, nouvelles protéines à base d'insectes, à base d'algues, etc. Et le troisième, en fait, c'est tout ce qui est produits, matériaux biosourcés. Donc pour remplacer des produits d'origine à base d'origine fossile, et carburant durable, surtout avec un axe sur le jet fuel, donc tout ce qui est carburant pour l'aviation, puisque
c'est assez facile de remplacer de l'essence par du bioéthanol ou du diesel par du biodiesel. Le challenge est beaucoup plus important pour remplacer du kérosène par d'autres biocarburants. Donc il y a là une phase d'innovation très très importante qui doit être accompagnée. Merci beaucoup pour ce premier panorama très clair. Et donc on va attaquer le premier de nos 3 mouvements avant la surprise finale que vous avez promis. On va parler climat. Et pour ce faire, on a été rejoint par Lilian Joly. Bonjour Lilian, vous êtes physicien au CNRS, au sein du GSMA, donc le groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique. J'avais besoin de mes notes, je suis un pur littéraire. À tout de suite, Lilian. Christophe, pour lutter contre le climat, enfin pour lutter contre le dérèglement climatique, pardon, on le sait, il y a 2 choses essentielles qui sont évidemment limiter notre recours aux énergies fossiles d'une part, oui, et d'autre part augmenter la part des renouvelables. Oui. C'est tout à fait ça. En fait, la bioéconomie a vraiment des cartes en jeu pour agir contre le changement climatique. Déjà, je dirais d'une part, de par sa nature. En fait, la bioéconomie, c'est l'économie de la biomasse. Et qu'est-ce que de la biomasse ? En fait, c'est de la matière qui a été produite à partir du carbone, du gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère. Ce qu'on appelle du carbone biogénique. En fait, on va, par photosynthèse, absorber le carbone dans la plante et avec ce carbone, on va faire de l'amidon, on va faire de la cellulose pour le bois, etc. et tout. Donc, la bioéconomie permet de séquestrer, permet de capter le carbone, donc est déjà bénéfique par cet aspect de photosynthèse. Après, la bioéconomie aussi permet de produire des produits qui vont pouvoir se substituer à des produits d'origine fossile. On parle par exemple d'acides organiques, de polymères biodégradables, de polymères durables, biosourcés. On a des applications très concrètes. Je disais dans le marché automobile, vous pouvez pas imaginer par exemple que à l'intérieur d'une Clio, vous avez des polymères qui sont 70% biosourcés. Et ça existe aujourd'hui, c'est du concret. Vous avez des matériaux pour l'isolation du bâtiment qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que les isolations classiques, laine de verre, etc., mais qui sont d'origine biosourcée, à base de lin, de chanvre ou de paille ou de choses comme ça. Donc on a la bioéconomie par nature, en fait, elle est circulaire, puisque bon, cette biomasse peut être recyclée, mais elle permet de séquestrer du carbone, de transformer cette biomasse produite à partir du gaz carbonique de l'atmosphère en produit qui va être biosourcé et qui va remplacer du fossile. Donc, on a un double avantage. La bioéconomie va jouer un rôle d'élimination d'une partie du CO2 et va aussi permettre de réduire les matières premières d'origine fossile. Donc c'est vraiment, la bioéconomie, c'est une solution pour diminuer l'empreinte carbone globale de l'économie. Oui, parce qu'au fond, là, on ne veut pas opposer fossiles et renouvelables. Ce qui doit nous préoccuper tous, le cheval de bataille, c'est la durabilité et baisser notre empreinte carbone. C'est bien ça ? C'est exactement ça, oui. Autre chose, la bioéconomie, elle peut apporter des solutions pour adapter notre modèle industriel qui a été monté à un moment où les enjeux de dérèglement climatique n'étaient peut-être pas aussi importants. Quel rôle la bioéconomie va jouer là-dedans ? En fait, la bioéconomie va aussi apporter des solutions en termes de procédés. Par exemple par la biotechnologie industrielle, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire des molécules, des matériaux, etc., vous allez avoir des unités qui vont craquer le pétrole, faire des distillations, des réactions chimiques, etc. Donc c'est des procédés à haute température, à haute pression, etc. Donc ils sont très énergivores. On va pouvoir faire certains mêmes produits en ayant des conditions beaucoup plus douces. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la fermentation ou dans la biotechnologie d'une manière générale, la biotechnologie industrielle, vous allez être à la température du corps, à 37 degrés. Donc, bon, c'est pas très énergivore. Et puis, vous avez aussi des pressions, pas de pression, etc. Donc, les procédés vont être plus durables.
Donc on va diminuer en fait la partie carbone de l'analyse du cycle de vie du produit, et donc ça va être favorable. D'une part, on remplace des produits fossiles, donc on évite de sortir du carbone de la terre, et d'autre part, on va avoir des procédés qui vont être plus modérés et donc qui vont moins consommer d'énergie, donc moins dégager de CO2. Lilian Joly, est-ce que dans ce que Christophe a dit, tout était scientifiquement exact? Parce que on sait depuis le film Don't Look Up qu'évidemment il faut regarder les scientifiques. Vous êtes un peu le Leonardo DiCaprio de la journée qui est là pour nous assurer que tout a été correct. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Effectivement, l'objectif, c'est d'arriver vers une neutralité carbone, donc avec un objectif en 2030, enfin 2050, mais avec une préphase en 2030. Et comme je disais, maintenant on est conscient que l'homme a un impact sur le climat. On voit les augmentations des émissions de gaz à effet de serre. On entend parler effectivement du CO2, du dioxyde de carbone, mais d'autres gaz avec des pouvoirs réchauffants plus importants existent, comme le méthane, qui était pointé à la COP26, ou le protoxyde d'azote, qui est lié aux épandages d'engrais dans le milieu, qui a un potentiel de réchauffement global qui est quasi 265 fois supérieur à celui du CO2. Et donc, pour faire le bilan carbone, on a besoin de regarder un petit peu, alors on appelle ça les scopes. On discutait, il y a le scope 1, c'est les émissions directes liées aux entreprises. Alors par exemple de combustion, ça peut être de fuite, ça peut être aussi lié au sol, bien entendu. Après il y a les émissions de scope 2, qui sont liées plutôt à des émissions indirectes, liées à l'énergie. Les fournisseurs d'énergie. Voilà, les fournisseurs d'énergie, exactement. Et puis, la consommation. Et puis, les scopes 3, on met un petit peu le reste. C'est les approvisionnements, la gestion des déchets et tout ça. Ouais. Et moi, je travaille plutôt sur les émissions directes de scope 1. Ouais. Et tout le monde se concentre uniquement, quasiment exclusivement sur le CO2. Enfin, en tout cas, dans la dimension grand public, on a l'impression que c'est ça l'enjeu. En réalité, la science, elle est là pour mesurer la réelle empreinte carbone des activités humaines en termes de réchauffement. Vous, c'est ce sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je pense que le grand public n'en a pas conscience, à quel point ça s'est accéléré? Vous faites même l'utilisation de drones et d'intelligence artificielle pour mesurer le réel bilan carbone des activités. Alors, c'est vrai qu'au début, on parlait beaucoup du CO2. Maintenant, avec la COP26, ça s'élargit avec le méthane. Donc, mais voilà, il y a d'autres espèces, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et moi, là, on développe de plus en plus de solutions parce que actuellement, comment on arrive à mesurer le bilan de carbone sur notamment pour scope 1, on regarde des inventaires. Alors, les inventaires sont de mieux en mieux. Il y a des efforts, les connaissances sont accrues, mais il y a encore des incertitudes qui peuvent être assez larges. Et quand on regarde entre les inventaires et les émissions atmosphériques, il y a des biais. Et l'idée, c'est qu'il manque actuellement, il n'y a pas de solution commerciale pour les quantifications précises de CO2, de méthane ou de protoxyde d'azote. Et dans le cadre de mes recherches, je développe ces nouveaux outils qui commencent à se développer sous drone avec des instruments très compacts, très légers, pour pouvoir caractériser les panaches d'émissions. Et notamment, une partie de ces activités sont développées dans le cadre d'un laboratoire commun avec Total Energy. C'est ça, donc vous êtes au CNRS, vous travaillez aussi avec l'université de Reims, mais en réalité, eu égard aux enjeux qui sont absolument colossaux, tout le monde intervient là-dessus, y compris des grands groupes industriels. Donc maintenant, ça y est, tout le monde a pris le pli et est prêt à mesurer son évolution. Je pense que le pôle, il peut en parler, mais c'est vrai que de plus en plus, les sociétés ont pris conscience. Ils sont membres du pôle, des gens comme Total Energy, etc. et tout. Et c'est vrai que il y a eu un focus sur le CO2 parce que c'est le principal contributeur au gaz à effet de serre, sur le gaz carbonique. Mais déjà, la problématique méthane est prise en compte dans l'aspect bioéconomique. Je parlais tout à l'heure des protéines végétales. Lorsqu'on substitue des protéines végétales, lorsqu'on utilise des protéines végétales en complément des protéines animales, on va diminuer aussi les émissions de méthane et on va diminuer aussi le carbone puisque ces plantes protéagineuses vont fixer l'azote dans l'air et donc pour les cultures suivantes, on mettra moins d'engrais. Qui dit moins d'engrais, moins d'énergie pour fabriquer les engrais, donc un impact en cascade en fait. Donc, on regarde bien ces apports d'une manière globale, en fait. Alors, il y a une ou deux questions qui arrivent parce qu'il y a une assemblée à distance qui est pointue. Il y en a une qui est pour vous. Je saurais vraiment pas y répondre. On me dit le méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère, 12 ans contre plus de 100 ans pour le CO2. Est-ce que c'est exact? C'est vrai. Il a aussi un potentiel réchauffant. Ça s'appelle un potentiel de réchauffement global de 28
fois supérieur à celui du CO2. Et le protoxyde d'azote, donc le N2O, c'est 265 fois et il a un temps de vie de 120 ans. D'accord. Il dure longtemps et en plus, le protoxyde d'azote a un effet aussi sur l'ozone. Donc, il faut faire attention aussi aux émissions. Alors, j'ai une réponse pour Kevin Singer qui dit « J'ai toutes les peines du monde à suivre l'événement dans le train. Est-ce qu'un replay sera disponible bientôt ?» Eh bien, oui, un replay sera disponible sur YouTube. Déconnectez-vous parce qu'en plus, ça consomme beaucoup trop de 4G. Rassurez-vous, dès la fin de semaine, vous pourrez nous regarder en replay. Mais merci en tout cas, c'est sympa. Christophe, une question pour vous. Carburant, alimentation, chimie verte, produits biosourcés, tous font appel à la biomasse. Ouais. Est-ce que vous craignez dans un avenir proche des concurrences fortes entre les différentes filières qui utilisent la biomasse et comment y remédier ? Donc la réponse est non. Il y a pas de crainte de concurrence entre les différents débouchés de la biomasse. C'est un exemple pour les biocarburants. Aujourd'hui, c'est moins de 2% des surfaces. Et donc ça s'est bien développé depuis des dizaines d'années en France, en complément de l'essence ou du diesel traditionnel, et il n'y a pas eu de concurrence. Un autre exemple, quand je parlais des protéines végétales, prenant du pois par exemple, lorsque vous extrayez des protéines, du pois, vous avez 20% qui va à l'alimentation humaine, les 80 autres % vont aller dans des applications industrielles, nutrition animale, etc. Donc il y a vraiment dans ce système de bioéconomie, de bioraffinerie, il y a vraiment une complémentarité des usages qui fait qu'on arrive, en fait c'est le système, c'est l'économie du système, on arrive à valoriser la totalité de la plante, ce qui fait qu'on arrive à la meilleure valorisation. Mais il n'y a pas de compétition, il y a une complémentarité entre les usages. Alors j'ai une question, j'ai du mal à déchiffrer, donc j'imagine qu'elle est pour vous, Lilian. Il est nécessaire que les filières de la biomasse livrent les ACV. Exemple, je cherche l'ACV du sorbitol et la possibilité de calculer son impact carbone. Alors des fois, sur ce point précis, je n'ai pas la réponse, bien entendu, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir les facteurs d'émission ou dans tous les inventaires. Et c'est pour ça que, mon point de vue, c'est observer pour limiter. C'est difficile donc on a besoin de continuer ces recherches, mais pas que par ce qu'on fait à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, mais d'autres universités travaillent également, d'autres aussi entreprises, pour améliorer avec l'ADEME aussi, avec aussi Atmo Grand Est, pour limiter et mieux comprendre les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir faire son bilan carbone. Tout à l'heure, on parlait de Total, mais je vois énormément de questions. Je peux pas toutes les prendre, mais c'est plutôt merveilleux. Continuez, je ferai ce que je peux. Je vois beaucoup de questions qui arrivent sur le domaine de l'agriculture, y compris sur des champs qui sont pas forcément aussi riches que les énergies fossiles, comme peuvent l'être l'agriculture. Oui. On peut facilement mesurer l'empreinte carbone. Alors, effectivement, les moyens qu'on a développés, ça s'accorde à n'importe quelle source. Qu'elle soit, par exemple, une plateforme pétrolière, une torche, un méthaniseur, et on a déjà fait des tests sur les méthaniseurs, ou un champ après des épandages. On a développé des capteurs et des drones qui vont caractériser, et grâce à des modèles un petit peu complexes, on va pouvoir en déterminer la quantité de matière qui émet donc les flux. Impeccable. Pour terminer cette séquence sur le climat, maintenant que vous en savez un petit peu plus, je vais à nouveau vous mettre à contribution avec un sondage que je vous demanderai de commenter. Non, c'est la suivante. Nous avons vu dans cette première partie que la bioéconomie luttait directement contre les changements climatiques. Alors vous, qui nous suivez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que la contribution potentielle de la bioéconomie à la lutte contre le changement climatique sera nulle ? Donc dans ce cas-là, vous mettez aucune, modérée, importante ou très importante. Je vous laisse voter, soyez honnêtes et francs, dites-nous. On a le droit de répondre. Qu'est-ce que vous répondriez, vous ? Effectivement, la bioéconomie, je pense que c'est un levier très fort pour arriver à la neutralité. Je pense que c'est une des solutions pour arriver aux objectifs de décarbonation. On parlait de l'objectif européen qui était de neutralité carbone en 2050, avec un passage à moins 55% par rapport à 90 en 2030. Donc c'est un des moyens, c'est pas le seul. C'est un bouquet de moyens qui permettront d'atteindre l'objectif de neutralité carbone. Mais la bioéconomie ne peut pas tout faire, mais peut être un bon contributeur. Donc, quand on regarde les résultats, c'est quand même plutôt heureux. Il y a que 0,64% des gens qui pensent que la bioéconomie n'aura aucun impact. Peut-être votre prédécesseur au CNRS, Claude Allègre. En revanche, en ce qui concerne le reste, on
voit que si on prend le pôle important et très important, on est sur 84%. J'imagine que c'est quand même plutôt des résultats qui vous confortent. Ah, tout à fait. C'est exactement l'esprit. Et comme je disais, c'est vraiment avant tout important. Alors, il est même très important. 80%, c'est vraiment l'un des enjeux en fait de la bioéconomie, c'est voir comment la bioéconomie peut contribuer efficacement à ce changement climatique, enfin à diminuer ce changement climatique, comment on peut apporter des solutions. Il y a cet enjeu-là. Pour moi, il y en avait trois. Il y a l'enjeu environnemental, l'enjeu alimentaire, comment on peut apporter une alimentation durable, et puis après, comment on peut développer des nouveaux procédés qui soient plus verts par rapport aux procédés actuels base fossile. Lilian, un dernier mot en conclusion. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a donc une grosse maturité de l'opinion sur ces questions. Vous qui travaillez sur ces questions de mesures depuis plusieurs années maintenant, vous avez l'impression que maintenant, ça y est, tout le monde a compris, est à hauteur des enjeux. On n'est pas dans Don't Look Up. Non. Et je pense que là, la société a compris les enjeux climatiques derrière tout ça, que ce soit la bioéconomie ou autre. Il y a vraiment une accélération. On a des nouvelles solutions pour essayer de mieux comprendre et avoir une agriculture raisonnée pour l'agriculture ou une pratique de procédés industriels plus raisonnée. Et je pense que l'idée, c'est il faut observer, limiter, parce qu'il peut y avoir des fuites, et améliorer, c'est de la constante évolution. C'est pour améliorer ces process et limiter pour ces émissions de gaz à effet de serre pour arriver à la neutralité. Donc, voilà. Et juste un dernier point, Lilian évoquait les scopes. Alors ça peut être abscon un peu, c'est-à-dire que les émissions qu'on dégage nous-mêmes, ceux qui sont par nos fournisseurs, donc par exemple c'est Scope 3, et puis aussi les fournisseurs d'énergie. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a une approche globale maintenant. Il y a des demandes aujourd'hui pour diminuer tous les scopes en fait, et que c'est en diminuant tous les scopes qu'on arrivera à trouver une solution pour décarboner. Si on regarde par exemple l'industrie agroalimentaire, la plupart de ces émissions, elles sont faites en amont des sociétés agroalimentaires. Donc il faut vraiment travailler de concert, tous ensemble, à la fois les agriculteurs, les transformateurs et les fournisseurs de produits pour les consommateurs. Merci beaucoup, merci infiniment Lilian pour vos éclairages très précieux. Je vous libère en revanche si vous voulez bien rester en régie parce que j'ai même pas le temps de prendre toutes les questions qui arrivent, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y en a 2-3 qui sont très complexes. Pour vous toutes et vous tous qui envoyez des questions, aucune ne restera sans réponse, on va vous envoyer des réponses écrites dans un instant. Merci beaucoup Lilian, on arrête le climat pour l'instant et on va désormais parler citoyenneté. Merci. Et rebonjour, pour ce faire, nous allons parler des citoyens. J'ai été rejoint à l'instant par Pascal Ebel du Crédoc et Sébastien Duprat de Pôle pour Yves Rocher. Christophe, il y a encore vraiment beaucoup de questions qui arrivent sur le climat, donc vous avez une assemblée qui est plutôt passionnée, mais je le disais à l'instant, vous allez y répondre après l'émission. Sur les citoyens, comment est-ce que la bioéconomie peut directement profiter aux citoyens ? Je dirais tout d'abord, la bioéconomie, j'ai bien expliqué la définition, mais en une phrase, je dirais que la bioéconomie, en fait, elle permet le changement sans tout changer. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas renverser la table avec la bioéconomie. On va faire évoluer en fait l'approche que l'on a vis-à-vis de la nature avec la bioéconomie. Et donc ça aura un impact important sur les citoyens parce que la bioéconomie avant tout c'est une bioéconomie de territoire, c'est-à-dire qu'on va développer des unités, des centres de recherche, etc. sur les territoires. Et donc on va en fait être très proche du citoyen. Et ça, c'est un enjeu très important au niveau du monde agricole, c'est de se rapprocher de plus en plus, de créer davantage de liens entre la terre et le consommateur ou le citoyen. Et donc la bioéconomie va permettre de faire ce lien, cette connexion entre le monde rural et le monde des citoyens. Et ça, c'est important.
parce qu'elle est belle, donc je le disais, le CREDOC, notre grand institut d'observation notamment de la consommation. Vous avez une approche très sociologique des choses. Vous êtes l'autrice notamment d'un ouvrage qui s'appelle La révolte des moutons. En introduction, Christophe disait la bioéconomie permet de tout changer pour que rien ne change. Donc, citation du guépard, entre le guépard et les moutons, qu'est-ce qui gagne? Alors pour moi, c'est vraiment le mouton, c'est-à-dire que le consommateur prend de la place en tant que citoyen, en fait. C'est-à-dire que ce qui bouge le plus, et avec le Covid, ça a accéléré ce mouvement, c'est que le consommateur veut faire changer les choses, veut faire changer la société, et on a vu bondir la préoccupation environnementale. Donc c'est vraiment ce sujet-là qui fait que les consommateurs changent leur comportement. En fait, on a toujours dit les attentes évoluent, notamment dans l'alimentation. Il a envie d'eux, mais il le fait jamais. Et là, on voit bien que le Covid a permis finalement aux citoyens de se poser des questions sur son rôle dans la société, et les régimes alimentaires se modifient très fortement. On a mesuré, par exemple, qu'en 10 ans, puisqu'il y a une forte baisse de la consommation de produits carnés, et on n'avait jamais vu ça, une hausse de consommation de légumes et de fruits, les impacts de gaz à effet de serre moyens par habitant ont diminué de 14% en 10 ans. C'est pas suffisant pour atteindre des moins 55% entre 1990 et 2030, mais il y a déjà ce phénomène-là qui est en marche. Mais quand on évoque toujours cette dichotomie un peu artificielle, mais qu'on a vu beaucoup ressortir dans les manifs entre fin du monde et fin du mois, et l'idée qu'aller vers de la bioéconomie, ça n'est pas jouable pour un nombre croissant de Français. On sait qu'il y a 12 millions de Français qui sont à 50 € près à la fin du mois. Ceux-là, on ne peut pas leur dire. Qu'est-ce que vous répondez au fond au procès en bobologie qui serait la bioéconomie? Oui, je crois qu'il y a vraiment une fragmentation qui se fait entre les citoyens. On a la moitié des Français qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. La moitié des Français qui n'arrivent pas à payer en fin du mois leur logement. Donc ça, c'est une réalité qui changera pas. Enfin, c'est compliqué de faire diminuer les inégalités en France. Et donc, c'est vrai qu'il y a la moitié quand même des Français qui ont la capacité de changer dans leur mode de consommation et de payer plus cher. Les autres peuvent le faire aussi, ils arrivent à suivre, et c'est vrai que c'est sur l'alimentation qu'on demande aux citoyens d'agir le plus vis-à-vis de ces enjeux écologiques, en fait. C'est parce que c'est plus facile de leur dire « changez de régime alimentaire », la société leur demande ça plutôt que de leur dire « chauffez-vous différemment, le prix de l'énergie augmente, changez de voiture, ne prenez plus de voiture ». Donc c'est finalement des enjeux politiques qui se mettent en place. Et aujourd'hui, le citoyen, une partie, arrive à modifier son comportement. Et c'est vrai que sur les impacts du régime alimentaire, c'est pas comme sur le reste de la consommation. C'est bien ceux qui sont les plus diplômés qui ont un régime alimentaire le plus faible. Parce que ceux qui continuent à manger de la viande, c'est les plus modestes, parce que dans l'imaginaire sociologique, manger de la viande rouge, c'est le but ultime des ouvriers, c'est d'arriver à te faire comme les autres. Donc ça, ils n'ont pas encore diminué leur consommation de viande. Et donc, ceux qui sont les bobos ont un régime alimentaire qui a moins d'impact, et c'est ceux qui consomment du bio. Alors parmi les inégalités qu'il y a aussi évidemment les inégalités territoriales qui sont très fortes. On sait que la France a peut-être trop misé sur les métropoles. C'est pas le seul pays au monde à l'avoir fait. Ouais. Vous pensez que la bioéconomie, elle peut aider à revitaliser les zones rurales? Oui, je pense que c'est vraiment un moyen de relocaliser en fait des personnes au niveau des territoires. Parce que on est dans le concept des bioraffineries, il y a deux types de concepts globalement. Il y a on appelle la bioraffinerie des champs et la bioraffinerie des ports. C'est-à-dire la bioraffinerie des ports, il y en a sur les ports, à Anvers, etc. Vous importez la biomasse et vous la transformez sur le port, et puis après c'est un modèle. Au niveau français, on a choisi de territorialiser les bioraffineries, c'est-à-dire de les mettre là où on a la biomasse. Et ça a du sens, en fait, aussi, d'un point de vue économie carbone, de les mettre et donc de créer des pôles d'activité qui sont pas uniquement des pôles de production et de transformation de la biomasse, mais qui sont aussi des pôles de recherche et d'innovation. C'est le cas, par exemple, à côté de Reims, avec Paumac-le-Bazancourt, où on a un centre de recherche, ARD, à côté des unités de transformation de la betterave et du blé. C'est le cas aussi pour Roquette, par exemple. On a une unité à l'Étrême, dans le Pas-de-Calais, où on a 300 personnes en recherche dans cette unité qui fait globalement 2700 personnes. Donc ça permet... Alors,
de créer des emplois locaux et après, ça crée aussi pas mal d'emplois indirects. Je veux dire, on a un ratio à peu près de 3 à 4. Un emploi direct crée 3 à 4 emplois indirects en bioéconomie autour de ces bioraffineries territorialisées. Donc il y a vraiment, on va pas implanter des bioraffineries dans les villes, ça a pas de sens. Donc et on voit tous les nouveaux projets de production, par exemple de farine d'insectes. Ça, c'est dans un territoire, c'est à côté d'Amiens. Les projets aussi de nouveaux solvants verts, etc. C'est dans le Grand Est, mais pas dans les. Enfin, on développe dans les territoires et ça c'est important et ça va permettre de revitaliser. Alors aujourd'hui on a aussi ces transferts maintenant avec les gens qui sont en télétravail et tout ça, donc ça va aussi avoir un aspect accélération de cette territorialisation. On voulait mettre la focale sur les zones rurales, mais il y a quelqu'un qui vous demande est-ce que la bioéconomie existe aussi dans les territoires urbains, avec les flux et les hinterlands. La bioéconomie, elle n'est pas discriminante territorialement. Non. Il faut quand même du terrain, il faut être proche de la biomasse, etc. Mais il y a des projets de bioéconomie qui sont aussi en ville. On parle de fermes verticales, de choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est quand même encore émergent, quoi. Hein. On reviendra vers une ferme verticale très célèbre dans la prochaine séquence. Juste avant d'aller voir Boris Ravignon, Pascal, à l'aune du Covid, on a beaucoup dit qu'il y avait énormément de Français qui en avaient marre des métropoles et qui voulaient retourner vers des villes de dimension plus humaine. Est-ce que ce genre d'initiative portée par Christophe, ça vous paraît encourager une remigration ? Alors, pas forcément encourager une remigration, mais ce qui est très, très important, c'est en effet de toujours raisonner à l'échelle du territoire, ce qu'on n'a pas toujours fait en agriculture, ce qu'on n'a pas fait en agronomie, c'est-à-dire qu'on veut toujours nourrir le monde. Et on sait très bien qu'en impact carbone, il vaudrait mieux arriver à écouter les besoins, la demande des consommateurs, des mangeurs finaux, ce qu'on ne fait pas. Moi, je suis ingénieur agronome et on m'a appris la seule chose qui comptait, c'est d'augmenter les rendements. Et jamais on ne fait de la sélection végétale pour augmenter la qualité nutritionnelle d'un aliment. Donc en fait, c'est de vraiment modifier le modèle, c'est-à-dire de partir vraiment sur les territoires, des besoins des habitants et de s'occuper finalement de ces impacts carbone, de la biodiversité. C'est très important. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi la biodiversité. Et donc ça, c'est des sujets qui préoccupent de plus en plus les consommateurs. Et dans les critères qui ont plus progressé avec le Covid, c'est en effet de consommer local, en fait. Oui, le local est devenu le nouveau Graal quasiment devant le bio, quoi. Voilà, et c'est vrai que le bio, il est plutôt à 0% en 2021 en croissance. Il y a une concurrence sur ce sujet, parce que le bio est peut-être une consommation de luxe, en fait, il y a un écart de prix important. Et là, il y a des enjeux qui sont en train de se jouer sur la mesure aussi des impacts carbone. Et ça, je pense que c'est vraiment très utile pour éclairer le consommateur. Mais les consommateurs font changer les choses en imposant aux entreprises de faire de la RSE, en fait. La RSE, c'est une réponse à ces attentes. Boris Ravignon, ce coup-ci, donc vous êtes avec nous, vous êtes le vice-président de la région Grand Est. J'avais quelques questions pour vous, mais je vais d'abord prendre celle de Claire Charlier qui vous dit, de Vera Chamarande qui vous dit, est-ce que la région Grand Est pourrait être un modèle de bioéconomie en France ? Je crois en tout cas que c'est notre rêve, c'est notre souhait le plus vif. C'est profiter effectivement des atouts qui sont les nôtres. On a la chance d'avoir une surface agricole considérable, 3 millions d'hectares, 2 millions d'hectares de forêt. Et donc il y a un stock, des ressources en matière de biomasse assez considérable. Et puis on a des industriels pionniers, on a très belles entreprises, Cristal Union, Invivo, Vivesia, Tereos, et aussi, et donc c'est notamment le pôle IAR, des lieux où s'invente, où se construit l'innovation en matière de bioéconomie et des plateformes. Christophe Rubdalem l'évoquait, des plateformes, des bioraffineries. Il y en a une effectivement très belle à Pomac-le-Bazancourt, et puis on en a une autre en Lorraine, Chemesis à Carlin-Saint-Avold. Et donc, je crois qu'on a tous les ingrédients pour que notre région Grand Est soit vraiment un territoire de référence en matière de bioéconomie. Missionné de devenir le leader sur la transformation de biomasse, entre l'aspiration et la réalité, vous comptez vous y prendre comment ? On s'y prend de manière méthodique, puisqu'on a, je le rappelais, des acteurs qui sont indispensables si on veut porter une stratégie, une ambition, et on a mis en place maintenant, depuis 2019, une stratégie bioéconomie dans notre région.
2019-2022, on a défini un certain nombre de priorités, justement les bioénergies, on pourra y revenir, parce que la bioéconomie offre des solutions pour une mobilité durable, l'alimentation durable, l'agriculture durable, des matériaux biosourcés qui vont permettre à la fois de protéger l'environnement et puis aussi de protéger notre santé, et donc les bioraffineries territoriales, dont je vous ai dit qu'il en existe déjà plusieurs. Donc on a une stratégie, les éléments pour la réaliser, pour faire qu'elle soit couronnée de succès. Et on a même prévu de la revoir. Là, donc, on arrive en 2022, c'est l'année où on va remettre à plat cette stratégie de bioéconomie. Et donc, en septembre 2022, nous tiendrons les états généraux de la bioéconomie pour nous permettre de refixer de nouveau les ambitions, les objectifs et mobiliser l'ensemble des acteurs. C'est un secteur dans lequel on croit énormément. Là encore, c'est un des points forts, un des atouts très forts de la région Grand Est et qu'on veut absolument pérenniser. Écoutez, le rendez-vous est pris pour septembre. Avant de vous libérer, peut-être, parce que je vois que ça s'active beaucoup dans le chat pour mettre en avant certains noms, certaines belles réussites de la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques success stories du secteur ? Oui, par exemple, deux très belles réussites. On a l'implantation de société australienne qui s'appelle Circa sur justement la plateforme Kemesis de Carlin-Saint-Avold, projet soutenu effectivement avec le soutien d'IAR, du pôle IAR. Il s'agit là d'avoir un solvant d'origine naturelle, solvant biosourcé, pour donner une alternative à très nombreux solvants. On sait que ce sont des produits chimiques parfois d'un usage extrêmement délicat. Donc là, on a un premier investissement qui est en cours de réalisation et c'est effectivement, je crois, ça va être un très beau succès pour tout ce secteur de la bioéconomie en Grand Est. Et puis, de plus près peut-être de la Champagne, la bioraffinerie territoriale du Chanvre à Troyes, maintenant a vu le jour, progresse, avance depuis 2018, on y travaille, on soutient cette démarche pour la valorisation de cette plante fantastique qu'est le chanvre, et avec le soutien bien sûr du pôle IAR. Donc il y a aujourd'hui de beaux succès, des initiatives qui sont en phase de réalisation et qui vont pas tarder à livrer tous leurs bienfaits sur le plan industriel. Merci infiniment. Je vous libère et le rendez-vous est bien pris pour les assises en septembre prochain. Et encore une fois, à distance, il y a des fans. Merci beaucoup. Sébastien, merci à vous. Je vous en prie. Tout le monde connaît Yves Rocher, donc je ne présente pas. À la fin des années 50, 1959, je crois, vous aviez décidé de faire un peu comme Jourdain, vous avez décidé de faire de la bioéconomie quand personne n'en parlait, alors qu'en plus on était dans les 30 Glorieuses et que vraiment c'était pas une préoccupation des gens qui faisaient de l'économie. Donc pourquoi ? C'était exactement ça. C'était l'acte fondateur de Monsieur Yves Rocher, c'était d'être le créateur de ce qu'on appelle maintenant la cosmétique végétale, mais c'était depuis le démarrage en 1959. Donc vous avez raison, Vincent. Quelque part, on faisait de la bioéconomie peut-être sans le savoir, mais parce que c'était vraiment dans cette vision de Monsieur Yves Rocher de développer des produits cosmétiques qui soient sûrs, qui soient efficaces, mais qui utilisent les ressources du naturel et en particulier ce qu'il avait pu découvrir tout au long de sa jeunesse avec cette variété du vivant et ce qu'il avait dans sa région de la Gacilly quand il est né et ce qu'il a découvert. À tel point qu'il a même développer des cultures et maintenant qu'on cultive toujours sur plus de 60 hectares en agriculture biologique avec une vraie philosophie on va dire de transition agroécologique, des champs en propre qui nous permettent de développer nos propres ingrédients pour intégrer dans nos produits. Quand on a une antériorité comme la vôtre, quand ça fait vraiment partie de son ADN fondateur de façon indiscutable, comment est-ce qu'on accueille le fait que depuis une petite dizaine d'années, tout le monde soit devenu plus bio que bio, plus vert que vert vous prenez avec le sourire ou vous dites c'est tant mieux ou... C'est forcément tant mieux. On va dire que si on a pu contribuer à cette partie-là, ça veut dire qu'il y avait un vrai sens derrière ça. Donc nous, on va continuer dans cette direction-là, évidemment.
Notre mission première, c'est de développer ces produits cosmétiques qui soient sûrs, qui soient efficaces. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi et qui est super important avec ces fondements de cosmétiques naturels et notamment végétales. Et puis on a un souci d'accessibilité aussi. On parlait de bobologie un petit peu tout à l'heure, mais c'est dans l'ADN de la marque aussi Yves Rocher de faire en sorte que ces produits d'origine naturelle, d'origine végétale majoritairement, soient accessibles à tout un chacun. Alors, j'ai vu une question arriver et qui m'a fait... Claire Charlier vous demande, est-ce que l'agriculture, je sais que c'est pas votre champ d'expertise premier, mais bio est réellement plus durable? Et donc, en fait, derrière ça, il y a la question de, est-ce que le bio est toujours plus sain que le reste? Et je sais que vous aimez en référer à Socrate pour expliquer que pas nécessairement. On en a plaisanté quand on en a discuté ensemble, mais il faut faire attention à certains raccourcis, évidemment. Mais par contre, il faut regarder toute la chaîne de valeur et toute la chaîne de transformation qui est associée. C'est vrai que l'exemple que je citais pour plaisanter, c'est de dire, demandez à Socrate si sa ciguë était bio, et je pense qu'il vous aurait répondu peut-être un petit peu différemment sur le bio, c'est bon, à tous les coups. Ceci étant dit, à partir du moment où on met en place des bonnes pratiques, le but, c'est sur cette partie de l'agriculture biologique, et c'est notre fondement. Nos champs sont certifiés en agriculture biologique depuis la fin des années 90. Donc, ça fait déjà très très longtemps qu'on met ça en place. Et en fait, ce qu'on avait derrière en tête, c'est ce vrai, on en a parlé tout à l'heure, ce respect de la biodiversité. Et ce respect de la biodiversité, c'est le respect de la planète et le respect des hommes et des femmes. On est dans une session citoyen, et je pense qu'in fine, c'est aussi bien pour ça. Pascal, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est bien lisible pour le consommateur? Il y a énormément de labels, d'appellations différentes. C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Quand on veut être plus vertueux que vertueux, il faut être à la fois local, bio, sans pesticides. Oui, alors il y a une particularité du citoyen français qui est de vouloir des labels qui soient de l'État. Donc en fait, ceux qui sont connus, c'est label rouge, bio, parce que c'est européen et labellisé français. Et que les autres labels, finalement, quand ils sont privés, ils sont pas lisibles et les consommateurs ne savent pas choisir. Et donc, ce qu'ils attendent, c'est qu'en effet, il y a un éco-score, un Planet Score. Ça a été reporté d'1 an, en fait. Tous les travaux, ça devait sortir, mais en fait, les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un affichage sur l'impact carbone. Et je pense que ça, c'est ce dont a besoin le consommateur aujourd'hui pour s'y retrouver. Parce qu'entre du local qui est pas forcément meilleur pour la planète, du bio qui est pas forcément meilleur non plus, il faut arriver à ce que le consommateur sache, en fait, faire ses choix. Et il n'y a que ça qui permettra à tous d'aller dans le bon sens. Le risque, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il y a une trop grande fatigue, parce que moi, citoyen, j'ai décidé de m'engager pour être plus responsable, et comme j'ai pas de mesures qui me disent où je vais, je dis bon tant pis, et je reviens vers des marques plus industrielles. Oui, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le bio est très critiqué. On voit bien qu'il y a des anti-bio, et donc là, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui soit simple, qui le rassure. Donc là, c'est en effet le local. Mais si on lui dit que le local, et c'est vrai qu'en termes d'impact carbone, on peut faire venir des choses de très loin avec des bateaux et l'impact est plus faible. Donc c'est un peu ce côté où on n'arrive pas à se mettre ensemble et à créer un label qui finalement résumerait tout et qui finalement doit être simple. C'est-à-dire qu'il y a eu le débat sur le Nutri-Score. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas, les citoyens ne peuvent pas faire une synthèse d'eux-mêmes de 10 critères. En fait, Donc c'est impératif d'avoir des choses faciles avec des couleurs, c'est ce qui marche le mieux. Mais il faut que les acteurs arrêtent de se tirer dans les pattes pour être celui qui est le plus vertueux. Sébastien, avant d'évoquer vos liens avec l'IAR, je vous voyais lourdement opiner, donc vous êtes d'accord avec ce que dit Pascal? Évidemment, quand on parle de simplicité, c'est ce que le consommateur attend. Il attend quelque chose qui soit complètement lisible, qui soit facile à comprendre pour lui, et qu'en fait, il est quasiment pas de questions à se poser. On parlait d'assurance ou de réassurance du consommateur. Je pense que on a passé quelques périodes, et on est peut-être encore dedans aussi avec la crise sanitaire, sur parfois des fake news, mais des défiances du consommateur. Et ça, c'est important de le rassurer. Il a besoin d'être rassuré sur sa sécurité, sur les différents impacts, on va dire d'un point de vue individuel. Et puis, il y a toutes les considérations environnementales dont on a parlé. Et ça, il a besoin que ce soit hyper clair pour lui. Enfin, il n'a pas un PhD en ACV et il ne pourra pas comprendre tout ce qui se fait si on fait des choses trop compliquées. Une des raisons de votre présence ici, c'est évidemment votre implication dans l'IAR. À titre perso, je crois que vous faites partie du bureau. Est-ce que vous pouvez me dire aussi comment est-ce que
Yves Rocher travaille avec l'IAR. Comment est-ce que vous avez bénéficié de leur accompagnement dans votre développement ? Je dirais pas que c'est un accompagnement au quotidien, mais on se connaît bien avec le pôle et avec Christophe et avec Boris depuis très très longtemps maintenant. Il y a deux choses. Premièrement, le fait pour Yves Rocher on va dire, être partie prenante de cette dynamique et du pôle IAR, c'était important pour nous. On était adhérents depuis quelques temps maintenant et on avait envie de passer à un cran supérieur, c'est-à-dire de pouvoir s'investir et de contribuer à cette réflexion stratégique sur la bioéconomie, parce qu'on pense être un acteur, et puis ce côté de lien avec le consommateur. Ça, c'était la première chose, on va dire, vers le pôle. Et puis, ce que le pôle nous apporte, il y a plein de choses. Je citais à d'autres moments, je dis le pôle IAR, c'est un petit peu le mythique de la bioressource et de la bioéconomie. C'est vraiment ça, du réseautage, de la mise en commun. Le pôle arrive à nous pousser aussi, et je suis en charge d'innovation et de développement sur les matières premières naturelles, des acteurs, des startups, des jeunes pousses, des petites entreprises qui sont en train localement ou sur les territoires de développer des technologies, de développer des choses qui pourraient avoir des applications cosmétiques. Et moi, ça m'intéresse. Parce que cette démarche d'open innovation dont on parle tellement depuis pas mal de temps, le pôle y contribue beaucoup. Et puis, on est partie prenante avec le pôle qui nous met à disposition des outils, des méthodos, des ressources. On peut leur commander des études aussi. Donc, on a plein de choses qu'on travaille avec le pôle, ça c'est évident. Christophe, est-ce que c'est comme ça que vous envisagez votre relation avec Yves Rocher, puis avec tous les groupes? Est-ce que vous êtes le mythique ou le Tinder, pour ne mettre en avant aucune marque spécifique de site de rencontre? C'est comme ça que vous vous voyez? Oui, enfin moi, je me vois plutôt comme un écosystème ou un réseau qui met les gens en relation et qui permet d'accélérer en fait l'innovation. C'est ce que recherchent les adhérents. Nous, on est très très fiers, extrêmement fiers d'avoir le groupe Yves Rocher parmi les adhérents du pôle. Par nature. Donc Yves Rocher, bien sûr, c'est la cosmétique végétale par nature. Donc c'est clair que c'est un élément essentiel dans tout ce qui est cosmétique au niveau français. Je dirais au-delà de ça, quand il y a une démarche globale de RSE au niveau du groupe, et le fait que Monsieur Brice Rocher s'est vu confier une mission une étude sur les entreprises à mission n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a une volonté en fait sociétale et environnementale qui est dans l'ADN en fait du groupe Yves Rocher depuis ses fondateurs. Donc on est très très content, très fiers d'avoir Sébastien aussi au niveau du bureau, qui apporte aussi de la complémentarité par rapport aux personnes qui étaient plutôt du côté des coopérateurs, des premières transformations, etc. Donc on essaie d'avoir aussi une multitude de secteurs au sein du bureau du pôle IAR. On a aussi le groupe Michelin aussi qui est présent dans un autre, bien sûr, dans un autre secteur, mais ça donne une vue globale de la bioéconomie. Il faut avoir cette approche holistique de la bioéconomie pour vraiment en tirer la quintessence et la valorisation pour l'agriculteur. C'est ça déjà notre premier souci. J'ai 2-3 questions qui arrivent avant de prendre un petit sondage. Peut-être une pour vous, Pascal. Donc, vous félicite pour votre jeu de mots sur les antibiotiques, qui font évidemment partie du lobby de Big Pharma. Tout le monde l'aura compris. Est-ce que les produits issus de la bioéconomie ne devraient pas s'afficher comme tels auprès du consommateur et ainsi bénéficier d'un avantage d'image avec l'affichage environnemental à venir? Alors bien sûr, il faut qu'il joue un rôle pour être dans cet indicateur qui va sortir, mais il ne faut pas en ajouter un de plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sortent, il faut qu'il travaille sur le nouveau EcoScore ou le Planet Score et qui participe en effet à ce qu'on intègre le plus de critères en fait dans cet indicateur d'impact climatique. Et une petite question pour vous, Sébastien. Donc on dit les deux intervenants parlent d'accessibilité d'une information chiffrée ou labellisée pour et par le consommateur. Concrètement, chez Yves Rocher, comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui? Est-ce que c'est le choix des ingrédients? Est-ce que c'est les emballages? Est-ce que c'est le recours au local? En fait, c'est tout ça. Bien joué. Tout simplement. Sur les ingrédients, c'est un petit peu mon métier de tous les jours avec toutes les équipes et toutes les équipes du groupe pour sourcer les ingrédients de la façon la plus responsable possible, avec les méthodes de transformation les plus responsables possibles et la façon de les intégrer et qui amène une fonctionnalité pour le consommateur qui soit la plus lisible possible. Deuxième chose sur les emballages, la marque Yves Rocher est passée depuis un peu plus d'1 an maintenant à 100% d'emballages complètement recyclés. Donc ça, c'est quelque chose qui est recyclable évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important.
Et la notion de local, c'est quelque chose qui est aussi très très fort pour nous. On a nos usines qui sont basées en Bretagne et à Lagacilly. On essaye de plus en plus de sourcer localement nos ingrédients et on essaye d'avoir de la Brittany Inside dans nos produits aussi et d'encore plus affirmer ses racines. Alors je vois des questions qui arrivent, mais on est pris par le temps, donc que Samuel Maman et Corentin Leroux soient rassurés. Les réponses sur Reach et sur le score environnemental arriveront par écrit dès la fin de l'émission, mais je vais à nouveau vous mettre à contribution avec un sondage. Si vous voulez bien, en tant que citoyen, vous avez pu bénéficier directement d'opportunités liées à la bioéconomie. Vous nous répondez pas encore, un peu, souvent ou tous les jours. Et ça va nous permettre de voir si l'Assemblée qui nous suit est représentative de la population française. Allez-y, votez, c'est à vous. Alors on a, je ne sais pas si vous voyez les scores qui s'affichent comme devant nous, mais l'optimisme n'est pas encore aussi fort que pour la prise de conscience des enjeux climatiques où il y avait vraiment 85% qui étaient très convaincus. Là, il y a quand même une tendance très nette qui se dessine, puisque ça permet pour gagner un second tour de l'élection présidentielle. Il y a un 55% qui nous dit un peu. Pascal, ça vous surprend le 6% qui dit tous les jours, quand vous m'avez appris que plus de 80% des Français désormais achetaient au moins un produit bio, je ne sais plus si c'est par semaine ou par... Oui, c'est au moins dans l'année un produit bio. Donc en effet, ils ne se rendent pas compte. Je pense que le terme bioéconomie n'est pas assez clair pour le grand public. Je pense que c'est pas simple d'assimiler ça par rapport à l'agriculture biologique. Donc oui, ils en consomment beaucoup, ils sont beaucoup plus nombreux à en consommer, mais ils ne font pas le lien entre la bioéconomie et ce qu'ils consomment. Parce que la bioéconomie, en fait, on sait pas, on n'a pas connaissance, en fait, de dire, tiens, j'utilise un matériau qui est issu de la bioéconomie. On achète un matériau pour sa fonctionnalité, comme on consomme un aliment parce qu'on l'aime bien, qu'il est en fait abordable et qu'il est bon, qu'il a du goût et qu'il est peut-être aussi bon pour l'environnement. Donc, il y a un gros travail, je pense, de pédagogie qu'on doit faire, d'information des consommateurs sur ce que ça englobe, ce qu'englobe la bioéconomie et les bénéfices que ça peut leur apporter. Parce qu'en fait, ils font peut-être de la bioéconomie sans le savoir, pour reprendre la prose. Mais on doit vraiment... Alors ça, c'est un travail du pôle, c'est un travail de tous les acteurs de la bioéconomie et aussi des pouvoirs publics, d'intégrer, en fait, un des modules d'information auprès des consommateurs sur ce que ça apporte la bioéconomie et peut-être que ça fera évoluer la tendance un petit peu plus vers la droite. Alors, juste avant de terminer cette séquence, question très simple, est-ce que le bio est forcément de la bioéconomie ? Oui, sûrement, ça c'est sûr. Dans ce sens, oui, mais tout ce qui est bioéconomie n'est pas bio. Oui. Voilà, c'est ça. Le bio, c'est de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est un système de culture et il est bien sûr dans la bioéconomie, comme toute l'agriculture. Donc, Après, ce n'est pas la bioéconomie, ce n'est pas que les produits bio, loin de là. La bioéconomie, c'est des nouveaux produits pour l'électronique, des nouveaux matériaux pour les raquettes de tennis, c'est des nouveaux solvants, des nouveaux carburants. Voilà, c'est très très vaste. Alors, il y a des gens qui répondent non dans le chat, et c'est la démocratie, vous aurez l'occasion de répondre entre vous. Sébastien, je vous laisse le mot de la fin, il y avait que 6% des personnes qui nous suivent qui disaient qu'ils y avaient recours tous les jours. Ça veut dire que vous avez forcément encore une belle marge de progression. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Que du positif pour l'avenir. Après, je rejoins ce que disait Pascal et ce que disait Christophe. Il y a un vrai besoin de pédagogie, parce que la bioéconomie sans le savoir est peut-être encore trop présente. Il faut montrer les choses qu'on fait bien. Ça, c'est évident. Merci beaucoup à tous les trois. On va essayer de faire part de pédagogie pour la séquence suivante parce qu'on va voir que la bioéconomie, c'est aussi bon pour la compétitivité. Merci à tous les trois. Et le temps que mes invités s'installent, je vous les présente à mes côtés. Antoine Peters, vous êtes directeur général adjoint du pôle IAR. Je suis également avec Anaïs Maury d'Insect et Jean-Marc Eloi du ministère de l'Agriculture. Nous sommes également en duplex avec Philippe Mengal de Bruxelles. Vous nous entendez ? Oui, très bien.
Bonjour à tous. Bonjour à tous, je reviens vers vous dans quelques instants, peut-être Antoine. La bioéconomie et le climat, le lien est extrêmement évident. Avec le citoyen, c'est encore assez simple, mais avec la compétitivité, c'est moins lisible. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ça en avant aujourd'hui ? La compétitivité, elle est au cœur des activités d'hier. Christophe a parlé de la revitalisation des territoires ruraux. Clairement, on est un pôle de compétitivité. C'est pour ça qu'on a été créé. La compétitivité pour hier, c'est accompagner à anticiper, à être anticiper et à rester compétitif. En fait, dans 5 à 10 ans, on travaille très clairement sur les solutions à moyen et long terme, mais ça se travaille dès aujourd'hui. C'est comprendre le comportement du consommateur pour anticiper ses besoins et développer dès aujourd'hui l'innovation et les solutions dont on va avoir besoin. C'est former les compétences aussi pour pouvoir garder en France des personnes qui vont pouvoir travailler dans ces entreprises, dans ces centres de recherche et d'innovation. Et puis, c'est aller plus loin que simplement l'innovation et concrétiser les projets sur le territoire en ayant, on a vu des exemples, et puis je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure, des unités industrielles qui voient le jour, soit via des startups ou des PME, ou alors des grands groupes qui complètent leurs activités. Et puis, le troisième point, peut-être, de la signification de la compétitivité pour hier, c'est une croissance qui est durable, à la fois durable d'un point de vue environnemental, mais aussi durable sur le long terme, et qui est inclusive. On a parlé des territoires, qui incluent véritablement les gens et qui se font avec les citoyens qui sont sur ces territoires. Vous avez une approche vraiment très transversale. Alors, j'ai pas pu prendre l'ensemble des questions, mais c'est plutôt une belle surprise. Il y avait des questions qui arrivaient sur est-ce qu'on a assez d'ingénieurs qui sont formés sur ces nouveaux enjeux de la bioéconomie. Vous intervenez aussi là-dessus, en fait. Oui, on est aussi actif sur la formation. On a pu accompagner notamment des campus des métiers et des qualifications qui sont dédiés aux bioraffineries, aux biotech industrielles, à la chimie du végétal et puis aux problématiques alimentaires également. On a un métier d'accompagnement à la structuration de formation, alors qui débouche sur de la labellisation de formation, mais l'idée c'est de développer un corpus complémentaire de formation sur le territoire afin d'adresser les besoins en compétences des entreprises, mais pas uniquement. Est-ce qu'on en a assez ? Je pense qu'on en manque, mais pas uniquement d'ingénieurs. On manque aussi d'opérateurs, de techniciens. On manque d'ingénieurs. On a aussi surtout besoin de développer cette capacité à travailler en transversalité entre les secteurs afin de valoriser l'ensemble des éléments de la biomasse qu'on transforme pour que justement quelqu'un qui est formé plutôt sur les valorisations agroalimentaires puisse faire le pont avec des valorisations non alimentaires et voir comment apporter toujours plus de valeur ajoutée. Alors je reviens vers vous dans quelques instants, mais cet enjeu de compétitivité, il n'est pas seulement hexagonal, il est aussi continental, raison pour laquelle je voudrais commencer avec vous, Philippe. Donc vous êtes directeur général du Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet acronyme et ce qu'il y a derrière comme réalité concrète ? Voilà, oui, merci. Nous, plus communément, on parle de CBE-GU, voilà, c'est plus simple. Donc, CBE-GU, c'est un partenariat public-privé entre la Commission européenne et le consortium BIC qui signifie Bio-Based Industry Consortium. Donc, le CBE a un budget total de 2 milliards d'euros et a pour mission de contribuer à construire et déployer une industrie biobasée sur l'ensemble de l'Europe, une économie qui se doit d'être compétitive et durable, donc durable dans le sens de maximiser la circularité et l'impact environnemental, d'où le nom de Circular au début. Alors CBE est le successeur de BDI, un autre acronyme, Bio-Based Industry Joint Undertaking, qui faisait partie du plan d'action pour une bioéconomie européenne qui avait été adopté par le Parlement européen en 2012, donc c'est il y a exactement 10 ans, et on garde les mêmes objectifs, donc vraiment de contribuer à la compétitivité, c'est développer et optimiser des nouvelles technologies, mais pour des chaînes de valeur clairement identifiées, pour valider des nouveaux modèles économiques, donc des démonstrateurs industriels, et dérisquer des investissements dans des flagship biorefineries, désolé encore pour le terme anglais, donc ce sont des bioraffineries à taille industrielle, mais qui sont les premiers du genre en Europe. Et ça, c'était vraiment des éléments de compétitivité qui manquaient à l'échelle européenne pour le déploiement de ce secteur. Vous avez cité le chiffre de 2 milliards, on voit effectivement que c'est très important, donc 2 milliards mis dans la bioéconomie. La bioéconomie, c'est l'innovation en fait au service du progrès pour toutes et tous. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques success stories, comme on dit en bon français, qui ont été portés par votre organisation ?
Alors, il y a peut-être un succès, on le dit de nombreuses fois depuis le début, c'est la compréhension de ce qu'est la bioéconomie, et peut-être un succès plus général, c'est d'avoir placé la bioéconomie au cœur de l'agenda européen, et en particulier un contributeur clé au pacte vert, donc le fameux Green Deal européen. Maintenant, plus concrètement, des success stories, je vais revenir sur ces fameux flagship biorefineries. Depuis sa création, donc on a financé 13 projets de bioraffineries. Au total, c'est 250 millions d'argent public qui a été investi, mais le secteur privé a investi 1,5 milliard d'euros. Et c'est vraiment un succès parce que ça a un impact socio-économique tout à fait considérable. On parle de 13 000 emplois directs et indirects qui sont créés par ces bioraffineries qui, je le rappelle, sont premières du genre et sont appelées à être répliquées. Mais c'est également 600 000 tonnes d'émissions de CO2 qui vont être réduites. Alors c'est important parce qu'on parle d'IAR ici aujourd'hui. 4 de ces bioraffineries sont sur le territoire français et le pôle IAR, directement ou indirectement, fait partie du projet. On va certainement parler du cas de Insect. Après, c'est un des projets dans lequel le BBI a investi et c'est important, c'est aussi une PME, c'est le cas également pour les 3 autres projets. Donc ce sont des business cases très différents, mais pour nous, c'est vraiment là que se trouvent les success stories, donc impact socio-économique et environnemental. À la vitesse où Insect croît, je doute qu'il reste une PME très très longtemps. Le terme de cluster a désormais très mauvaise presse à cause du Covid, mais à la base c'est juste de la concentration et de l'émulation. C'est un terme très positif. Est-ce que vous diriez que c'est abusif de parler de cluster européen de la bioéconomie ou c'est approprié ? Non, c'est tout à fait approprié. Le pôle IAR est même, je dirais, un exemple de référence. Personnellement, et mes collègues du pôle le savent, j'utilise cet exemple-là. Et d'ailleurs, le pôle IAR a été au départ du projet de bioéconomie, d'une stratégie pour une bioéconomie industrielle. Dès le départ, le pôle IAR est un des cofondateurs du Bio-Based Industry Consortium. Et le pôle IAR joue un rôle important encore dans la gouvernance du CBE en tant que membre du conseil d'administration, mais aussi en tant que membre du conseil d'administration de BIC. Et dans cet effet de réseautage, donc je ne vais peut-être pas parler de mythique, le pôle a vraiment un rôle très important et donc à l'échelon européen, en plus de l'impact pour la France, c'est également un rôle à l'échelle européenne. Donc c'est effectivement un très bel exemple, une très belle référence. Alors on entend évidemment des belles réussites. Malgré tout, je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle ont envie que ça aille beaucoup plus vite. Quelles barrières vous voyez à lever pour accélérer le déploiement de la bioéconomie ? Alors, une première barrière, c'est le cadre réglementaire. La bioéconomie, comme toute économie, a besoin d'un cadre réglementaire. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce cadre devrait encore évoluer et encore s'améliorer. Je suis assez confortable pour en parler, pour faire partie des institutions européennes. Il faut absolument pour la bioéconomie un cadre de soutien tout d'abord, mais également un cadre cohérent, de ne pas les financer du développement de projets ou de technologies dans un secteur qui va se retrouver avec des barrières à l'entrée sur le marché. Et avant tout, il faut un cadre stable. On sait que les investissements industriels ne vont pas aller là où il y a des risques d'instabilité. Ensuite, investir, c'est risqué. Ça reste risqué d'investir dans la bioéconomie. Donc, il y a encore une barrière à l'entrée, d'où l'intérêt d'un partenariat public-privé comme le BBI historiquement et le CBE aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les flagship biorefineries dont je parlais sont aujourd'hui en Europe considérés comme des projets non bancables. Leur réplication sera rentable, mais il faut absolument avoir les premiers du genre. Donc, voilà quelques barrières qui demeurent et qui sont importantes pour la compétitivité de ce secteur industriel en Europe. Une dernière question, et puis après, restez connectés si j'ai des questions qui arrivent pour l'Europe, si vous voulez bien. À l'horizon 2030, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement espérer comme développement, à la fois pour les citoyens et pour les entreprises ? Écoutez, on en a déjà beaucoup parlé, la bioéconomie, la substitution du pétrole et des matières fossiles.
on peut considérer que, bon, tout le monde le sait, on a amorcé la sortie de l'ère fossile. On est déjà dedans. Vous parlez de 2030. Il y a l'objectif de réduction de 55% des gaz à effet de serre, et la bioéconomie, l'agriculture, mais également les biocarburants ou la substitution du pétrole dans ce que l'on appelle dans le jargon, là où le carbone est absolument requis, l'alimentaire, bien sûr, les fibres, les matériaux. Donc la bioéconomie va avoir une contribution absolument significative. Donc ça, c'est 55% horizon 2030 et continent neutre en émissions à l'horizon 2050. Créateur de valeur pour les citoyens grâce à l'impact environnemental, bien entendu, mais le fait que les produits biobasés seront plus que jamais dans leur vie de tous les jours. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes quasiment tous habillés de produits biobasés, une cravate en soie, du coton, du cuir. Tout ça, ce sont des produits biobasés qui plus que jamais seront dans la vie des citoyens de tous les jours. Et puis le développement du secteur qui va créer des emplois, en particulier en zone rurale. Tels seront les bénéfices principaux, je veux dire, de la société. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui veulent continuer à vous écouter et qui êtes nordistes, Johan de Koninck nous dit que vous serez présent lors des Bioquettes de 15-17 mars à Lille. Donc voilà, j'en profite. Tout à fait. J'ose espérer qu'on est revenu à un contexte sanitaire normal qui nous permettra de nous rencontrer en présentiel et d'échanger plus largement. Restez avec nous si j'ai des questions qui arrivent. On va descendre d'un échelon géographique pour revenir en France dans l'Hexagone avec vous. Jean-Marc Callois, vous êtes délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez entendu Philippe Mengal, il s'agit désormais de passer la surmultiplier. Est-ce que c'est la même chose en France et comment faire ? Oui, complètement. C'est évidemment, je partage tout ce qui a été dit, à la fois sur le potentiel de la bioéconomie, mais aussi sur les efforts encore à fournir. Alors, il y a deux verrous importants. Le premier verrou, c'est que ça fait des décennies qu'on travaille sur des technologies pétro-sourcées. Donc, il y a un avantage technologique énorme parce qu'il y a 100 ans plus de R&D à rattraper. Donc, c'est vraiment un enjeu essentiel à mettre en place des moyens pour qu'au niveau recherche, on rattrape. Et puis, l'autre point, c'est le point systémique. C'est le fait qu'on est sur un modèle complètement différent du modèle linéaire classique. Et donc, il faut aligner un certain nombre d'acteurs entre eux de façon à ce que ce nouveau modèle émerge et puis se massifie. Donc, effectivement, la vision de l'État, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de l'État. C'est qu'on a besoin à la fois de travailler sur ce gap d'innovation et aussi d'aligner un certain nombre d'acteurs entre eux. Donc pour cela, effectivement, l'État français a mis en place une nouvelle politique d'innovation qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir 4e génération, dont la principale caractéristique, c'est de cibler les moyens sur un certain nombre de secteurs stratégiques à travers ce qu'on appelle les stratégies d'accélération, dont 4 visent directement les produits biosourcés. Alors, je vais pas donner les chiffres dans le détail, mais on est à peu près autour d'1,3 milliard de crédits qui vont être consacrés dans les 5 prochaines années pour rattraper un petit peu ce gap d'innovation au profit des technologies biosourcées. Donc là, pour le coup, quand on parle d'accélération, 1,3 milliard, ça fait plus de 260 millions par an. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une logique en très forte croissance. En très forte croissance. Alors pour donner un petit peu un ordre de grandeur, le PIA 3, donc qui est la politique principale d'intervention de l'État en innovation, c'était 10 milliards d'euros. Là, on passe à 20 milliards d'euros. Donc on double la mise. Et puis en plus, on cible sur les domaines sur lesquels on estime que la France a à la fois des enjeux technologiques et des enjeux de souveraineté. Est-ce que ces investissements, ils peuvent vraiment profiter à tous? Est-ce qu'ils peuvent profiter à la fois aux agriculteurs, mais aussi aux entreprises de l'agroalimentaire et aussi aux citoyens? Est-ce que c'est possible de faire une boucle et de remplir toute la quadrature vertueuse? Alors c'est un des enjeux parce que justement la bioéconomie c'est un changement complet de modèle. C'est-à-dire il suffit pas de substituer une technologie par une autre. Il faut vraiment aligner tout un système de production et faire du gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire gagnant sur le plan économique, ça recréer de la valeur sur notre territoire, sur le territoire français, sur le territoire européen, parce qu'on raisonne évidemment avant tout Europe. Il faut aussi lutter contre tous les impacts du modèle classique en termes environnementaux, notamment carbone, biodiversité. Et puis il faut aussi que ce soit acceptable par la société. Donc pour ça, il y a effectivement toutes ces briques technologiques à construire, mais il y a aussi le fait de les assembler entre elles. Et donc, il y a une des mesures qui est très intéressante dans les stratégies d'accélération que j'ai évoquées. Ce sont les démonstrateurs territoriaux qui vont permettre sur un territoire donné de faire travailler entre eux les acteurs non seulement entreprises et scientifiques. C'est ce que fait tous les jours le pôle IAR, ce qu'on met les pôles de compétitivité, mais aussi les acteurs de la société civile, environnementaux, les représentants donc des citoyens, le monde associatif et bien sûr tous les maillons de la chaîne alimentaire, depuis les producteurs de production primaire, d'agriculture, forestiers, et puis jusqu'aux transformateurs et aux distributeurs.
Alors j'ai une question qui arrive directement pour vous. Est-ce que l'État, parce qu'aujourd'hui l'État c'est vous, est-ce que l'État a prévu de faire travailler les scientifiques et sociétés financières en cluster afin d'éviter, attention, m'en envoyez pas trop, moult équipes qui travaillent sur les mêmes sujets sans le savoir, soit en concurrence? Alors moi, personnellement, j'ai une longue expérience dans la recherche. La concurrence, c'est bien. C'est-à-dire, effectivement, il faut pas chercher à faire de tout partout. C'est-à-dire qu'il y a une logique de spécialisation qui est importante, mais le fait de travailler à plusieurs, c'est aussi une source d'émulation. Alors après, justement, un début justement du programme d'investissement d'avenir, c'est ce travail par appel à projet qui permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a sur le territoire et puis de sélectionner les meilleurs, mais sans forcément décourager les autres, parce qu'il y a des bonnes idées, il y en a partout. Alors Antoine, je vais vous demander d'abord un mot sur comment est-ce que vous travaillez avec les différents échelons, puis je vois qu'une question revient, donc je vous l'adresse après, mais comment est-ce que vous arrivez à accompagner vos membres à la fois au niveau français et au niveau européen? Comment est-ce que vous travaillez avec Philippe et Jean-Marc? Alors c'est même un accompagnement sur 3 niveaux, en fait, le niveau européen, le niveau national et le niveau régional, parce qu'on a quand même ce lien particulier avec 3 régions aujourd'hui, que sont les Hauts-de-France, le Grand Est et la Normandie. On va dire que c'est un travail historique. Le terme bioéconomie, on va dire que ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il est rentré dans les mœurs, mais on en a discuté tout à l'heure, il n'est pas... l'acclimatation par le consommateur, on dirait pas encore une appropriation très forte, mais pour autant on travaille sur cette dimension depuis une quinzaine d'années, et particulièrement au niveau public. Typiquement, on a été impliqué dans des projets européens qui ont participé à définir la vision d'un outil comme le partenariat public-privé, avec un projet qui s'appelait Star Colibri. Donc voilà, cet accompagnement au niveau national dans la construction et dans la structuration d'une stratégie nationale, et puis dans les master plans ou stratégies régionales. Le premier travail, c'est de en fait sonder ce réseau de 500 adhérents. Quels sont leurs besoins, les verrous réglementaires dont on a discuté, les besoins financiers, pour avoir un écosystème qui soit le plus favorable possible, les consolider et puis en faire part aux différents décideurs afin que ça puisse aider dans la priorisation et que ça réponde à des besoins qui sont concrets et réels. Une autre manière de travailler, c'est vis-à-vis de nos adhérents, c'est de décrypter cet environnement qui est parfois particulièrement complexe. Et puis c'est parfois la mise en œuvre. On a évoqué, je pense, tout à l'heure un outil comme l'agrobiobase, qui est une base de données qui permet d'avoir accès aux différents produits biosourcés qui sont existants. Ça s'inscrit aussi dans une démarche de simplification autour de la commande publique et puis rendre possible la commande publique autour des produits biosourcés pour certes l'État et les régions, mais aussi les agglomérations. Alors une question très ouverte et peut-être pour vous Philippe, parce que vous avez été le premier à parler de réglementation, donc c'est Samuel Maman qui dit « Je me permets de reposer ma question qui a encore plus de sens dans cette thématique. Peut-on parler de REACH? Comment faire émerger des alternatives biosourcées à la pétrochimie sans aucune facilité pour les commercialiser, car il faut de 3 à 5 ans pour obtenir une réglementation REACH, ce qui est un coût important. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'enregistrer une molécule pétrosourcée qu'une nouvelle molécule biosourcée de par son antériorité. » Alors c'est tout à fait correct, et ça fait partie effectivement des enjeux que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir des réglementations cohérentes et stables, mais également supportives. Et donc effectivement, les produits biobasés ont des spécificités, et puis ils ont aussi parfois la difficulté de rentrer sur des marchés où les spécifications du marché, pour des raisons historiques, sont basées sur la production de produits pétrobasés. Il faut pas oublier que REACH quand même est une réglementation qui ne vise pas uniquement à restreindre et contrôler l'utilisation de produits chimiques, qu'ils soient pétrobasés ou biobasés. Il y a également une vocation de booster la compétitivité de cette industrie. Donc, il y a des discussions en cours pour trouver des adaptations, parce qu'effectivement, le secteur en a besoin, parce qu'effectivement, ça fait partie, c'est une des barrières pour le déploiement de produits chimiques biobasés en substitution des produits fossiles. Merci, vous voulez compléter? Oui, je pense qu'on peut voir REACH à la fois effectivement comme un verrou auquel il faut s'adresser, mais c'est aussi un incitant en fait pour identifier les molécules préoccupantes qui peuvent être remplacées ou substituées par des solutions biosourcées. Je pense qu'il y a cette réglementation. On peut aussi parler, je pense que ça fera peut-être bien le lien avec INSEC, la réglementation Novel Food, qui est liée à l'introduction d'ingrédients, mais pour la partie alimentaire. Là aussi, c'est des dossiers qui sont longs, qui peuvent être coûteux et sur lesquels un accompagnement est nécessaire. On va venir à INSEC dans quelques instants. Merci beaucoup Anaïs pour votre patience. Mais comme je vois qu'on a une assemblée qui est vraiment très pointue, on va juste tester vos connaissances avec un petit sondage pour
parler de la place de la France dans l'Europe de la bioéconomie sur les 13 flagships européens. À votre avis, combien sont français? Si vous avez bien écouté depuis le début, vous n'avez même normalement eu la réponse. Donc c'est une question assiduité professorale. Réponse A, un seul. Réponse B, 2. Réponse C, 4. Réponse D, 10. Bien écouté. Eh ben, ça fait hyper plaisir de voir que vous êtes très attentifs. Il y a quand même quelques personnes très très chauvines qui aimeraient vraiment qu'on en ait 10 sur 13. Non, la bonne réponse, c'était effectivement 4 sur 13. C'est déjà très beau, puisque quand on pense à la place de la France dans l'Europe, que ce soit en termes de démographie ou même de PIB, plus d'un tiers, c'est très beau. Donc vraiment, on est leader sur le secteur. On en est fiers, et on est notamment fiers parce qu'on a des territoires qui s'engagent. On va aller dans les Hauts-de-France en écoutant Frédéric Motte, qui est conseiller régional des Hauts-de-France et qui explique ce que la région met en place pour la bioéconomie, et notamment une petite PME qui monte, dont on va parler juste après. Nous avons la chance d'avoir dans notre territoire des Hauts-de-France un tissu d'entreprises, notamment autour des enjeux de l'agroalimentaire, extrêmement dense. Mais nous savons aussi que la compétition des entreprises est toujours plus forte, toujours plus intense. Et il nous faut aussi attirer les talents. Une des clés du succès, c'est l'innovation. Eh bien, un bel exemple de l'innovation dans nos entreprises, c'est tout ce qui est en train d'émerger sur les enjeux de la bioéconomie. On sait que ce sont des opportunités de développement qui sont bonnes pour notre territoire, c'est bon pour nos entreprises pour garantir leur pérennité, c'est aussi facteur d'attractivité. Donc plus que jamais, autour de cet écosystème et des enjeux de la bioéconomie, oui, il nous faut nous rassembler. REF 3, c'est une ambition collective de tous les acteurs d'un territoire de relever les défis des transitions. Tous ces acteurs, ce sont les collectivités, les entreprises, le monde de l'enseignement et de la recherche et les citoyens, surtout ne les oublions pas. Tous ensemble, nous avons à relever 3 défis. Celui des transitions énergétiques et environnementales, celui des mutations technologiques, mais aussi le défi des transitions sociétales. Eh bien, avec REF 3, nous voulons entraîner tous les acteurs de notre territoire pour aller vers cette décarbonation et relever ces challenges des transitions. REF 3, ce n'est pas un schéma, ce n'est pas un label, c'est une ambition, j'avais envie de vous dire, c'est un étendard sur lequel nous avons envie que tous les acteurs du territoire se rassemblent pour qu'ensemble nous soyons fiers de notre territoire, que nous y développions un sentiment d'appartenance, de l'attractivité et que nous relevions ces défis des transitions. Donc tous derrière l'étendard de REF 3. Dans tout secteur économique, nous avons besoin de leaders. Ces leaders, ils sont entraînants, ils sont inspirants. Et ce sont eux qui vont créer les emplois. Xavier Bertrand le dit souvent, ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, mais ce sont les entreprises. À nous de créer l'environnement, l'écosystème favorable pour les attirer, pour les aider à se créer, à se développer. Pour ça, nous disposons d'une palette d'outils, qu'ils soient par des subventions, des aides en capital, sur du foncier, sur des fonds européens. Tout ça, c'est à votre disposition. Dans le secteur des protéines animales, nous sommes convaincus qu'il y a là des gisements pour relever un certain nombre de défis de demain. Eh bien, des sociétés leaders comme Insect, pour nous, elles sont à la fois inspirantes, elles sont entraînantes, et c'est évidemment avec plaisir que nous accompagnons à la fois cette société, mais comme des tas d'autres, pour créer cet environnement favorable au développement des entreprises, mais des nouveaux secteurs d'activité. Et nous voilà de retour avec l'inspirante et entraînante, donc Anaïs Maury. Vous êtes la directrice de la communication et des affaires publiques de celle qui n'est désormais plus une PME, mais désormais une ETI, parce que vous ne cessez de croître. Insect, alors on en parle depuis le début, mais est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que cette entreprise et sa mission ? Totalement. Insect, c'est une entreprise qui a été créée en 2011, donc il y a tout juste 10 ans, par des environnementalistes, des scientifiques qui ont voulu en fait se dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour créer une entreprise qui a un réel impact et comment est-ce qu'on fait pour répondre aux grands enjeux de demain, mais sans les opposer. C'est-à-dire qu'il faut nourrir la planète,
Il faut préserver l'environnement et préserver la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. Donc Insect, c'est tout ça. Finalement, Insect, c'est une entreprise innovante qui élève et transforme des insectes dans des fermes verticales. Verticales, pourquoi ? Parce qu'on prend moins sur l'horizontalité, donc moins sur la terre et plus en hauteur. Et ça nous permet de nourrir les plantes, les animaux et les humains. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les enjeux que vous évoquiez très globaux, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais la majorité de notre viande produite en France, alors effectivement elle est en France, mais elle est souvent nourrie à l'aide de soja qui vient en Amazonie. Donc si on veut vraiment avoir une solution relocalisante au maximum, il faut passer par les entreprises comme la vôtre, c'est ça l'avenir ? C'est une des solutions. Après, on ne pense pas qu'il y ait une seule solution. L'insecte est une des solutions parmi d'autres. Ce qui est sûr, c'est que l'insecte et notre insecte, qui est un petit scarabée, nous permet d'adresser tous les marchés. C'est-à-dire que, en fait, notre insecte, on l'a choisi parmi 1 milliard d'insectes, 1000 insectes comestibles dans le monde, parce qu'il a des propriétés très fortes et des bénéfices santé très forts et performants. C'est-à-dire que, par exemple, quand on compare un poisson nourri avec notre insecte par rapport à un poisson nourri avec de la protéine de poisson, il va grandir jusqu'à 35% plus vite avec 40% de mortalité en moins. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver chez toutes nos cibles, que ça soit l'animal de compagnie, que ça soit les plantes, puisqu'on récupère, on est en économie circulaire totale, donc on va récupérer les excréments des insectes pour en faire un engrais organique utilisable en agriculture biologique. Et donc, par exemple, on se rend compte que par rapport à un engrais chimique, notre engrais permet une croissance soit égale, soit supérieure avec des plantes en meilleure santé. Chez l'être humain, on va retrouver la même chose. En fait, au début, on s'était lancé vraiment sur l'alimentation des animaux et des plantes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des bénéfices santé pour les êtres humains. Par exemple, aujourd'hui, on sait que notre protéine, elle permettrait de faire baisser le cholestérol de 60%. On a des études qui nous démontrent que la protéine d'insectes est comparable d'un point de vue nutritionnel et digestion à la protéine de lait. Donc finalement, on a tout un univers qui est devant nous qu'on doit adresser. Et donc, c'est la grande force d'Insect et donc de notre insecte aussi, c'est de pouvoir adresser ces différents marchés. Alors on n'est pas toujours les mieux placés pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est leader, mais comment est-ce que vous expliquez que la France comme ça soit devenue leader dans les protéines végétales et alternatives alors que c'est pas socialement très construit chez nous ? Alors, déjà, on a un accompagnement qui est très fort. C'est-à-dire que nous, on le dit souvent, Insect, sans un accompagnement privé et public très fort, on n'existerait pas. On est la deep tech, c'est très long. Donc, on a besoin de fonds, des fonds français, des fonds européens, puisqu'en effet, on a ce projet Farming qui a été subventionné par le BBI à hauteur de 22 millions et qui nous a permis justement de construire la ferme qui est en ce moment en construction à Amiens, qui sera la plus grande ferme verticale au monde. Donc il y a cet accompagnement-là sans faille des pouvoirs publics, des investisseurs qui croient en nous aussi, puisque ça suffit pas. Il faut aussi qu'on aille chercher des investisseurs qui acceptent d'investir dans une technologie beaucoup plus longue. On a aussi, en tout cas nous chez Insect, on a une forte stratégie sur tout ce qui est IP, donc les brevets. Aujourd'hui, on a plus de 349 brevets sur 44 familles. C'est plus de 50% des brevets du secteur de l'insecte. Donc ça nous permet aussi, en termes de compétitivité, en termes d'attractivité des capitaux et aussi des subventions, d'être beaucoup plus forts. On parlait tout à l'heure, Antoine parlait de la réglementation. Alors c'est un gros enjeu aussi pour nous. Le secteur de l'insecte a créé très vite, dès qu'il s'est créé en Europe, on a créé une association qui s'appelle l'IPIF au niveau européen et qui nous a permis d'ouvrir les réglementations au fur et à mesure de l'évolution des entreprises. Le premier marché, c'était celui du pet food, des animaux de compagnie, chiens, chats. On a ouvert les poissons. Et cette année, on a ouvert l'alimentation humaine sur certains insectes. Et on a ouvert aussi la possibilité de nourrir des volailles et des porcs avec nos insectes. Donc finalement, on l'a fait très tôt. Et le fait de le faire très tôt nous a permis d'accompagner la croissance des entreprises et des marchés en fonction de l'ouverture des marchés. Et après, certainement, l'innovation, on est toujours en train d'innover. Alors, innovation produit, on parlait tout à l'heure des brevets, mais aussi innovation sociale, c'est-à-dire qu'il faut recruter les meilleurs talents. C'est pas évident. Il y a 5 ans de se dire, je vais rejoindre une entreprise qui transforme des insectes. Et notamment,
il y a 3-4 ans encore, on parlait encore de nous comme la boîte qui allons vous faire manger des insectes à Halloween, etc. C'était un sujet un peu drôle finalement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une véritable industrie. Et donc nous, pour recruter les meilleurs talents, on a mis aussi en place des innovations sociales. Donc on a mis un SMIC qui est notre salaire minimum en INSEC, qui est le SMIC plus 35% en France. On a mis en place une école des métiers qui nous permet de former nos talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas aller recruter les opérateurs, par exemple, qu'on va recruter à Amiens. On ne va pas aller les recruter sur leur CV ou les techniciens, la maintenance. On va les recruter sur leur envie et sur leur capacité à pouvoir faire les choses. Et du coup, après, on va les former. Ce qui nous permet aussi, par exemple, sur une région comme Amiens, qui a été quand même pour lequel l'emploi a été compliqué ces dernières années, de pouvoir aider un retour à l'emploi finalement. Et tout ça est bien sûr accompagné d'une innovation environnementale très forte. On a mis en place une comptabilité carbone, on a bien sûr des analyses de cycle de vie. Et donc tout ça, finalement, ça rassure les marchés, ça rassure nos clients. Et aujourd'hui, on compte 135 millions de contrats qui sont déjà signés. Avis à toutes les entreprises qui peinent un peu à recruter aujourd'hui, vous avez mis la barre assez haut en termes d'exigence. Vous avez parlé des pouvoirs publics qui vous accompagnent. Vous êtes évidemment aussi accompagné par l'IAR. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le rôle d'Antoine et de l'IAR plus largement dans votre accompagnement et votre croissance? L'IAR a commencé à nous suivre dès le début. C'est vraiment le partenaire des premières heures d'Insect où je pense qu'il devait y avoir 4 salariés qui étaient certainement les 4 fondateurs ou un peu plus. Ça a été le premier. Ils nous ont accompagnés pour le premier pitch investisseur en 2013 pour la première levée. Il y a eu aussi toute une présentation, un réseautage, la présentation à des industriels, l'accompagnement sur un plan à l'international, la création de Protéines France, qui est donc une association qui regroupe toutes les protéines alternatives, végétales et autres, qui nous accompagne aussi. Et puis, on en parlait tout à l'heure, ce grand projet Farming, qui est le projet soutenu par le BBI. Insex a été la première start-up européenne à bénéficier de cette aide, de cette subvention. Et on a été fortement accompagné par l'IAR, qui est d'ailleurs en charge aujourd'hui de tout ce qui est dissémination de l'information sur ce programme. Et donc, sur le montage de projets, sur l'international, sur le réseau, c'est tout un panel de compétences dont on use et on reuse. Antoine, tout à l'heure, en sous-question du sondage, il y avait sur ces 4 flagships européens, combien ont été accompagnés par l'IAR? 4. Et la réponse est 4. La réponse est 4, effectivement. La réponse est 4 en termes de montage, en termes de... C'est un travail sur le long terme. Hein. On parle pas assez, je pense, du long terme. C'est s'assurer que dans 18 ou 24 mois, on puisse véritablement s'inscrire dans cette dynamique européenne, le temps de construire un consortium, le temps de sensibiliser les acteurs. La relation de confiance et de long terme, ça nous permet de connaître la stratégie et puis là où veut aller l'entreprise. On n'est pas uniquement des consultants qui travaillons sur 2 ou 6 mois de temps. Donc il y a vraiment ce long terme, cette relation de confiance qui est à construire. Une structure comme Insect, mais c'est le cas pour d'autres, pour Yves Rocher qui était là aussi. C'est aussi joindre le club. On est 500 adhérents. Je pense qu'il y a plus de 500 entreprises qui sont actives aujourd'hui sur l'innovation dans la bioéconomie et donc de vraiment véritablement rejoindre ce réseau pour faire appel à nos différents spécialistes. Peut-être avant de conclure cette séquence, Jean-Marc, je sais que en ce début d'année, la tech française est marquée par des levées records. On n'arrête pas de parler des licornes technologiques. Mais quand on voit des entreprises comme Insect, est-ce que parfois vous regrettez un peu que nos réussites dans le domaine de l'agriculture ne soient pas plus mises en avant? Parce que là, en plus, on voit quand même les vertus sociales qui sont mises en avant. Une entreprise qui met un SMIC qui est 35% au-dessus du SMIC habituel, qui a sa propre école de formation de compétences. Vous avez besoin de ce genre de success story? Non, je pense pas qu'on puisse dire qu'elles sont pas mises en avant. D'ailleurs, au salon de l'agriculture, il y aura tout un ensemble de séquences qui mettront en avant un certain nombre de réussites françaises. Effectivement, le cas d'Insect est assez intéressant parce que on voit bien qu'on met bout à bout tous les aspects du problème, aussi bien les aspects ressources humaines, technologie, marché, intégration territoriale. Donc c'est ça un peu la spécificité de notre secteur, c'est qu'effectivement c'est ce côté systémique où il faut mettre ensemble tous les acteurs pour que ça marche. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Philippe, comme nous ne sommes pas les mieux placés pour nous autocongratuler, nous les Français, parce que vous connaissez évidemment notre modestie proverbiale, comment est-ce que vous expliquez que la France soit à ce point en avance avec 4 flagships sur 13 au niveau continental?
Il y a le potentiel de la bioéconomie en France, une première agriculture européenne, d'énormes ressources forestières et marines, donc il y a un potentiel qui est là. Il y a de la compétence en recherche, des PME dynamiques, donc il y a tout un contexte et bien sûr un pôle IAR extraordinaire. Voilà, c'est tout ce contexte qui fait que c'est un succès. Et puis, on l'a dit, mais je vais encore le répéter, le pôle IAR a été là dès le départ de cette initiative européenne, déjà il y a 10 ans. Antoine vient de le dire, c'est du travail de long terme. Voilà, ce n'est pas un facteur, c'est un cumul de différents facteurs qui font que, oui, aujourd'hui, c'est vraiment un succès en France. Bravo. Merci beaucoup, Philippe. On prend. Merci infiniment à tous les trois. Je vous libère et je prends la réflexion d'Émilie Rousseau qui nous dit « Excellents échanges et partage d'informations. Je regrette cependant une sous-représentation des femmes parmi les intervenants, nonobstant Anaïs, votre coruscante information. J'en prends ma part et je vous promets que pour la prochaine édition IAR for Change, nous serons encore plus proches de la parité. Merci beaucoup à tous les trois. Et nous passons désormais à la dernière séquence de cette émission. Et après avoir parlé de climat, de citoyens et de compétitivité, il y avait un C caché, c'est le C de connexion. Pour ce faire, je suis avec Boris Dumange. Vous êtes un homme. Désolé. Mais je vous pardonne. Et vous êtes directeur général du pôle IAR. Est-ce que vous pouvez on a fait un peu connaissance avec Christophe et Antoine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvrent vos fonctions, en fait? Oui, déjà, je suis ravi d'être avec vous. Écoutez, moi, je travaille particulièrement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie du pôle industrie agro-ressources. Bien entendu, vous imaginez bien que je ne fais pas ça tout seul. Je fais ça en étroite collaboration avec une gouvernance éclairante. Un adjoint brillant, vous l'avez vu avant, tout comme l'équipe d'ailleurs, qui est composée de 35 experts, qui sont tous complètement investis et surtout convaincus que la bioéconomie est une réponse durable au dérèglement climatique. Alors effectivement, depuis le début, on a parlé du thème, plutôt que de vous mettre vous en avant, on a parlé de la bioéconomie, mais on n'a pas encore tant fait connaissance que ça avec l'IAR. Est-ce que vous pourriez nous révéler un petit peu plus ce qu'il y a dans cette belle maison? Ok, en quelques secondes, un peu de genèse. IAR est né en 2005, c'est une volonté de l'État de relancer une politique industrielle en France, et ce en lien fort avec les territoires, et notamment avec les régions. Donc je suis ravi, 17 ans après, de voir que le sujet des pôles de compétitivité et de la bioéconomie est complètement d'actualité. On l'a entendu dans la bouche des élus tout à l'heure. Donc IAR, c'est avant tout, il faut voir ça comme un réseau d'acteurs pluriels. Sa richesse, la richesse du pôle, c'est sa diversité. Le pôle est composé d'un certain nombre d'acteurs industriels, vous l'avez vu, des startups, du grand groupe. Ils sont très, très pluriels aussi par les marchés qu'ils recouvrent. On va de la production des ressources jusqu'au marché applicatif. Vous allez retrouver aussi des centres techniques, des laboratoires d'université, mais aussi les collectivités territoriales qui jouent tout leur rôle. Et tous ont un même dénominateur commun, c'est la valorisation de ces ressources biologiques et leur transformation sur des marchés applicatifs finaux. Et finalement, notre job, excusez-moi si je suis un petit peu caricatural, c'est un petit peu dans mon ADN, des conditions vraiment favorables pour développer des partenariats technologiques et commerciaux entre nos adhérents, d'une part, et aussi d'appréhender les problématiques d'innovation, de développement et d'industrialisation de nos membres, et d'y répondre par toute une batterie d'expertise, expertise en veille et en conseil stratégique, expertise en développement à l'international, en mise en relation qualifiée. Voilà, on a toute une batterie de services aujourd'hui pour répondre aux problématiques de nos adhérents. Donc 17 ans, 350 projets, je crois que c'est un des chiffres clés, 2,5 milliards d'euros, je crois, d'investissement, à quelques euros près, dans la bioéconomie, c'est pas rien, et ça augure le début d'un sacré changement. Et justement, c'est la thématique que vous avez choisi de mettre en avant, alors que quand on voit les chiffres, ils sont très bons, tout se passe bien, et pourtant, le changement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer une équipe qui gagne? Une équipe qui gagne, on doit forcément continuer de la changer, on doit toujours être ambitieux, il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. L'équipe est ambitieuse, on a faim de conquête en France et à l'international, et vous l'avez compris, notre vision, elle porte ce changement. Je crois qu'elle est à l'écran ici, sublimer les richesses de nos territoires en solutions responsables pour les générations futures. Tout est dit, on est véritablement dans un changement de paradigme. Moi, je ne suis pas un militant, mais par contre, dans 10 ans, on ne pourra pas dire on ne savait pas, on n'avait pas de solution. Si, on a des solutions. La bioéconomie, c'est quand même une voie de progrès royale pour accompagner les différentes transitions. Donc c'est un choix, la bioéconomie.
soyons audacieux. Et nous, on est audacieux, on a envie de continuer. Alors, être audacieux, changer, ça peut passer effectivement par un certain nombre de formules, mais c'est plus large que ça. En ouverture, en introduction de cette émission, Christophe nous a annoncé une surprise. Je pense que nous y sommes. C'est peut-être le moment de révéler la surprise. Il a commencé un petit peu à spolier, Christophe, mais c'est comme ça, il est président, je peux rien lui dire. En tout cas, le changement, il passe aussi par notre propre changement, par notre mue. Et on voulait que ce changement soit visible. Il était temps pour nous de changer notre identité, de porter une nouvelle dynamique collective et aussi une dynamique qui a une résonance internationale. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. On en a déjà dit beaucoup, mais on va découvrir beaucoup plus en images avec une vidéo qui montre et incarne le changement. On découvre. Se loger, se déplacer, se nourrir, prendre soin de soi. Et si l'on commençait à faire tout ça autrement, pour un avenir autrement meilleur? Avec la bioéconomie, le changement sans tout changer est possible. Et ça peut tout changer. Changer de matériaux par exemple, comme Vincent qui a décidé de rénover des logements avec des panneaux isolants en fibre de bois. Ils sont fabriqués par Kevin qui croit en la construction responsable. Sans changer de destination, on peut aussi changer de carburant. Marie et Michel développent des biocarburants respectueux de l'environnement. Plus économiques et durables, ils promettent un avenir plus vert pour tous. Et surtout pour elles. On peut aussi manger des plats qui changent des habitudes. Quand ils sont produits à base de protéines végétales, c'est aussi bon pour eux que pour la planète. Tout est question d'équilibre. Équilibre des ressources, équilibre alimentaire, pour que les bons moments durent longtemps. On peut aussi choisir ses produits de beauté avec un œil responsable. Sarah a découvert un démaquillant formulé à base de bleuet bio. C'est Laure qui développe ses produits cosmétiques cultivés en agroécologie. En prenant soin de soi autrement, on prend aussi soin de transmettre sa volonté de consommer mieux. On peut alors s'endormir en rêvant de refaire le monde. Michel, Marie, Kevin, Laure et les autres sont tous des acteurs de la bioéconomie. Comme 500 autres adhérents en France et en Europe, ils sont engagés et réunis pour le changement et œuvrent chaque jour avec la même ambition de transition. Pour le climat et la préservation de notre planète, pour les hommes et leur bien-être d'aujourd'hui et demain, pour la compétitivité et pour l'emploi. Rejoindre notre réseau de bioéconomie, c'est agir et s'engager pour le changement, durablement. Rejoignez Bioeconomy for Change. D'abord, félicitations aux équipes qui ont fait cette vidéo parce qu'elle réussit à synthétiser en 2 minutes tout ce qu'on raconte depuis 1h40, l'incroyable hétérogénéité des secteurs dans lesquels la bioéconomie est déjà à l'œuvre, la rapidité à laquelle ça change. Et donc, le changement pour vous, c'est que IAR devient Bioeconomy for Change, c'est bien ça? C'est bien ça. Nouveau nom, nouvelle marque, une ambition intacte et une motivation intacte. Bioeconomy for Change, B4C, 4C, qui nous ont animés pendant toute cet après-midi. Climate, Citizen, Competitiveness et Connection. La connexion, fédérer les acteurs, c'est pour nous effectivement vital et c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter une réponse pertinente au dérèglement climatique, pouvoir apporter des alternatives durables aux citoyens, tout en créant de la valeur. Et c'est voilà ce qui se cache derrière Bioeconomy for Change, voilà les valeurs que porte Bioeconomy for Change et voilà les valeurs qu'on a envie de porter ensemble, réseau de 500 adhérents du Pôle IAR. Bioeconomyforchange.eu, d'où la raison des 4C en anglais, parce qu'effectivement c'est l'échelle continentale, on voit bien que tout de suite l'ambition elle est pas hexagonale, c'est vraiment global, quoi. C'est l'ambition de nos adhérents, nos adhérents ont une ambition internationale, les marchés sont internationaux, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, donc aujourd'hui ça allait de soi que le nom d'hier était aujourd'hui Bioeconomy for Change, voilà. Alors je vois quelques cœurs qui arrivent dans les messages et c'est plutôt sympathique, mais on va quand même sonder tout le monde pour vérifier que ça vous va. C'est le moment fébrilité de cette émission. C'est le dernier sondage. Vous retournez dans l'onglet sondage et Bioeconomy for Change. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce nouveau nom? Là, pour le coup, il n'y a pas de ne se prononce pas. Réponse A, c'est oui. Réponse B, c'est non. C'est un chat ouvert. Vous pouvez complètement nous dire ce qui se passe. Ah, alors il y a un peu de vert. Alors ce qui est drôle, c'est que le vert est contre la bioéconomie. Mais bon, ça c'est une symbolique qu'on ne maîtrise pas. C'est un beau score. Ah, c'est correct. Ça va? Soulagement.
Les félicitations continuent à arriver. On s'arrête là, 90,83%. Voilà, c'est un score qu'on pourra qualifier de soviétique, mais sans trucage, et ça c'est beau. C'est honnête. Ça c'est vraiment très très beau. En tout cas, voilà, bon, vous vous y êtes pas trompé. Il y a toujours une petite part de résistance au changement. Je pense que d'ici un mois, on sera à 100%. C'est très important. Antoine, évidemment, il y a un changement de nom. Mais évidemment, Bioeconomy for Change, il y a d'autres choses qui vont changer que juste le nom. Oui, bien sûr. Depuis quelques mois, depuis fin d'année dernière, on a une réaffirmation et une restructuration de notre offre de services et de la manière dont on accompagne les adhérents. On a beaucoup parlé de l'attente des consommateurs, de l'écosystème de manière globale, du contexte réglementaire, des besoins en termes d'innovation, et on souhaite véritablement les accompagner sur ces 4 dimensions. Donc le premier point, c'est développer les réseaux. En adhérant à Bioeconomy for Change, on fait partie d'un club, on fait partie d'un écosystème qui permet des rencontres, pas uniquement sur les acteurs de l'agroalimentaire ou pas uniquement sur les acteurs de la chimie, mais véritablement un brassage des acteurs. Et donc c'est la participation à différents événements, à des conférences internationales, à des missions et des délégations. Donc ça c'est le premier point. La deuxième dimension, c'est cette partie de concrétiser les innovations qui vont mener vers de l'industrialisation et de l'emploi. Donc c'est de la créativité, c'est de l'idéation, c'est de l'anticipation, et puis c'est de l'accompagnement dans le montage de projets, construire un consortium multiple et compétitif pour aller chercher un financement qui soit régional, national ou européen. La troisième dimension, c'est l'accompagnement dans la prise de décision. On veut véritablement accompagner les entreprises, les universités, les labos, les agglomérations dans le décryptage de la bioéconomie, un décryptage qui est global. Quel est le marché de demain? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui est protégé ou pas? Donc on va véritablement les accompagner en faisant de la veille et puis en leur fournissant des études et du conseil stratégique. Et puis la troisième dimension, c'est la question de la promotion. On veut véritablement, Bioeconomy for Change, c'est on incarne un mouvement, on fait partie de la bioéconomie et on est promu par IAR auprès des acteurs de l'écosystème, que ce soit les politiques ou l'administration, que ce soit les autres acteurs industriels. Donc c'est promouvoir leurs innovations et promouvoir la bioéconomie comme étant une solution de changement. Donc voilà l'offre de services qui est déclinée là depuis début janvier et qui va structurer toute l'activité de Bioeconomy for Change. Boris, Antoine a mentionné le 4e C, qui est donc celui de connexion, que Christophe a résumé à être un peu un mythique des acteurs de la bioéconomie. Je ne sais pas si c'est également votre conception. Comment est-ce que vous catalysez les connexions entre vos différents membres? Non, mais c'est clair, vous l'avez bien compris, c'est dans notre ADN, c'est notre raison d'être de mettre en lien les acteurs, de faire des interconnexions, même des rencontres parfois un peu improbables, et c'est là aussi où naissent des innovations de rupture. J'adore le mythique de la bioéconomie, moi je m'y retrouve. On est là pour créer des matchs, on le dit depuis tout à l'heure, on est là pour créer des rencontres. Et c'est notamment l'objet de et tout l'objectif, de notre dernier petit outil, Explore Bio, qui est une véritable marketplace de la bioéconomie. C'est plus de 700 acteurs aujourd'hui qui sont référencés. Si on se mettait quelques instants dans la peau d'un industriel qui recherchait des dérivés de lignine, alors on parlait un peu technique depuis tout à l'heure, ou qui recherchait des acteurs pour avoir des nouvelles solutions, par exemple de biocontrôle, assez facilement, grâce à Explore Bio, c'est un outil hyper intuitif, il va pouvoir effectivement trouver les réponses à ces interrogations et trouver son bonheur. Donc c'est ça Explore Bio, et c'est ça la connexion, c'est des outils, c'est aussi une équipe encore une fois de 35 personnes dont le boulot c'est de mettre en place ces connexions finalement au quotidien. Alors attention à tous les trois, à vos chevilles, quand vous allez lire le chat, vous aurez des petits problèmes, parce que je vous assure qu'elles vont gonfler. Il y a beaucoup de compliments. Le nom passe très bien. On nous dit bravo à toute l'équipe pour ce bel événement, pour la dimension internationale assumée. J'ai juste une question pour vous qui arrive directement. Est-ce qu'il est possible que l'adhésion à un pôle d'un domaine textile, par exemple, donne un accès facile aux autres pôles, par exemple Bioeconomy for Change? Est-ce qu'il est possible d'unifier plutôt que de cloisonner? C'est une bonne question. On tente et on essaie effectivement d'avoir des relations avec d'autres clusters. On essaie, le textile effectivement offre des opportunités intéressantes via les fibres libériennes. Je pense au lin, je pense aux chanvre, ou avec des nouveaux polymères. Donc il n'y a aucun problème effectivement à discuter. Moi j'invite cette personne à nous contacter directement et on regardera ce qu'on peut faire ensemble. Et justement, on va se tourner vers l'avenir pour terminer. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques grandes dates
à bien cocher pour cette année? Oui, effectivement, elles sont sur les écrans. Bioquête, c'est quand même le congrès international de référence sur tout ce qui est technologie et procédés appliqués aux biomasses. On aura d'ailleurs l'occasion à Bioquête d'avoir le film en version anglaise, puisque c'est un événement, comme je viens de le dire, international. On pourra aussi se retrouver lors de notre assemblée générale le 9 juin, et surtout à ne pas louper, on le répète et je le martèle, le 8 juillet, les 24 heures non plus de l'IR, mais de B4C. C'est quand même le moment, le lieu où on essaie de réunir l'ensemble de nos adhérents autour d'un certain nombre de séquences bien rythmées, avec des pitches de start-up, avec aussi du B2B le lendemain, et bien entendu tout ça dans un, je pense, des conditions assez sympas et conviviales. C'est vraiment ça, et c'est aussi à l'image du pôle. On peut être professionnel tout en étant dans la convivialité. Parce qu'on peut espérer que cet événement d'aujourd'hui est le dernier événement qu'on puisse faire en distanciel et qu'après on puisse se retourner. On l'espère. On vous donne rendez-vous sur Bioquête en priorité, vraiment. On a hâte. Il est 15h55, on avait promis de libérer l'Assemblée à 16h, et donc à l'IAR comme à Bioeconomy for Change, on est des gens sérieux, on respecte nos engagements. Christophe, je vais vous laisser tout simplement le mot de la fin, en nous disant ce que vous avez retenu de cet événement et ce que vous en attendez. Merci à toutes et tous qui avaient envoyé toutes ces questions, c'était vraiment très très précieux. Et donc pour ceux qui étaient dans le train, qui ont eu un problème de connexion ou qui veulent faire partager avec leurs amis qui sont un peu sceptiques ou qui ne connaissent pas encore la bioéconomie, le replay arrive très très vite sur YouTube. Voilà, pour moi c'est dit. Christophe, le mot de la fin. Je voulais revenir sur la genèse de ce nouveau nom, de cette nouvelle entité Bioeconomy for Change, qui nous a travaillé avec un cabinet qui nous a proposé ce nom, et ça nous a tout de suite, ça a matché, ça nous a tout de suite plu. Et puis c'était le côté européen, et vraiment on est là pour participer au changement, et la bioéconomie c'est une solution pour changer le monde, une partie du monde. Donc on avait discuté de ça, puis on s'est retrouvés tous les trois à déjeuner, et donc là on était en présentiel à cette époque-là. On se disait, oui, mais je disais, bon, for change, il faut trouver quatre déclinaisons de cette bioeconomy for change. Et c'est là en brainstormant rapidement, autour d'un café, on a trouvé le climat, le citoyen, la compétitivité et les connexions. Et je pense que ça englobe bien tous les sujets de la bioéconomie, et on s'y retrouve vraiment, et on va pouvoir décliner. Alors, je suis content qu'il y a 90% des personnes qui aiment bien le nom et la déclinaison avec ces 4 piliers. On a plusieurs centaines de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Je souhaite que ces personnes soient un peu les ambassadeurs pas seulement de ce nom, de cette identité, mais du pôle de compétitivité, pour en parler autour d'elles, et puis essayer encore de grossir et d'avoir une dynamique, passer, on est déjà en 4e, mais passer peut-être la 5e, pour être vraiment le pôle reconnu au niveau européen sur la bioéconomie. Voilà, donc je voulais tous vous remercier. Je voulais remercier Vincent, je voulais vous remercier pour l'animation qui était vraiment formidable, qui a permis de mettre en avant ce qu'était le pôle et les différents enjeux. Remercier les organisateurs pour cette télé, et puis remercier tous les acteurs qui étaient présents en tant qu'intervenants, et puis qui étaient aussi à nous écouter et à participer au chat. Voilà, merci beaucoup. Et au revoir pour de nouvelles aventures de la bioéconomie.